Malgré plein d'appels, de démarches, etc. On n'a jamais été remboursé. Ça dépend aussi des clients, des endroits où tu es. Par exemple, moi j'ai noté un truc aussi marrant. Tous les colis que j'ai envoyés à l'étranger de Vademecum sont arrivés en très bon état. D'accord. Les colis qui sont partis dans le nord sont arrivés en très mauvais état. Les colis qui s'arrêtaient vers Paris, moyen. Et tu vois, tu as des espèces de... Mais ceux par exemple qui partaient au Portugal, à Hong Kong... Ah ouais, tiens, raconte-nous où c'est que tu as envoyé tes trucs. C'est quoi les pays Alors le pays le plus exotique, c'est Hong Kong quand même. Ah ouais, la classe. Et donc voilà. Nouvelle-Zélande. Ouais. Après, entre guillemets, moins exotique, ça va être Canada. J'ai eu Canada, j'ai eu Belgique évidemment, Suisse évidemment, Portugal. Ouais. Portugal original quand même. C'est la première fois que j'ai envoyé un truc au Portugal. Et lui, en plus, il m'a carrément commandé tout sens, tout. Et c'était un mec que tu connaissais ou Non, pas du tout. D'accord. Un mec qui a dit bah. Tu te souviens de son nom ou pas? Oui, Hong Kong, c'est Benoît Felten, il s'appelle. C'est pas ton. Mais non, mais ça aurait pu, parce que c'est un mec qui fréquente Casuceno apparemment, qui est bien connu D'accord. sur le forum. Il a pas mal échangé d'ailleurs au sujet du jeu depuis. Notamment, lui, ce qui lui plaît pas dans Vademecum, c'est l'aspect dirigiste, on va dire, très cadré du setting et des personnages. Il parle d'expérience radicale. Et en fait, j'ai réalisé en discutant de ça avec lui via le forum et même Facebook que, en fait, radical, c'est quelque chose qui caractérise tout ce que je fais en fait, de la cellule à Sens. Et du coup, en fait, je me dis, ah ouais, c'est peut-être ça en fait les problèmes que j'ai avec les gens. C'est que les gens qui me trouvent. T'avais pas compris ça? Non, j'avais pas compris ça. C'est parce qu'il m'a dit, ouais, je suis mignon, ouais. Je sais. C'est parce que il m'a dit, c'est quand il m'a dit, ouais, en fait, c'est radical. Et je fais, ah mais en fait, mais c'est le mot qui me convient et qui convient à tout ce que je fais, quoi. C'est ça en fait. En fait, je suis quelqu'un de radical. Pas trop dans ta façon de masteriser, je trouve. Bah, non, mais dans mes choix de design, dans mes choix d'animation de la cellule. C'est une expérience, point. Enfin, genre, C'est un point de vue tranché. c'est Oui, voilà, une c'est ça. expérience que tu proposes aux autres de vivre. C'est pas un manuel. Donc ça, voilà, c'était rigolo d'avoir ce point de vue-là. Et donc ça, c'est Hong Kong, ça. Ça, c'est un mec et tu vois, il fait livrer tous ses jeux en France. Donc ça doit être sa maison familiale, j'imagine. Et en fait, il disait, ouais, moi, ça m'arrange si tu peux livrer à Hong Kong. Et moi, je dis, en fait, je m'en fous de livrer à l'étranger, je m'en tape. Je sacrifie volontiers une partie de ma marge pour envoyer des jeux dans des pays exotiques parce que ça m'amuse et que de toute façon, je fais de la marge sur mes jeux. Tu Donc, tu n'augmentes pas les frais de port dans ce cas-là? Ah non. Justement, je préfère que tout le monde paye le même prix et sacrifier un peu de ma marge. Ouais, de ce côté-là, ouais. C'est peut-être une erreur. Mes frais de port sont pas assez élevés, je pense. Même en France, tu vois. Je fais payer 7 € alors que déjà le Colissimo il coûte 8,65 €. Disons que c'est pas minimaxé. Et sachant que j'ai aussi l'emballage à payer, le timbre qu'il faut imprimer, compagnie. Mais ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast, chers amis. Alors on va commencer. Vous êtes prêts? Prêtes? Les micros sont bien. Vous en saisissez quand vous le souhaitez. D'accord. Sinon, tu parles jamais. Et j'ai vraiment tellement hâte. Et moi, j'ai toujours des trucs à dire, donc j'hésiterai pas À à me nous deux, battre pour le on micro. fait un Tellement Antoine. hâte d'avoir vos retours. Alors là, Et à nous j'attends. trois, Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode des podcasts de la cellule sur la campagne de Sens Néant. Ah oui, déjà 3e podcast, mon ami. Oui. Ah oui, de Sens Néant, oui. De Sens Néant. Pour Sens Néant, j'entends. Pour Sens Néant. Donc, vous avez... Donc déjà, il faut que je vous présente, voyons. Bonjour Audrey, ça va? Ouais. Mais oui, vous êtes là. Bon Dieu. Bonjour Amir, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va. Un petit peu fatigué là. Ça y est, ça commence à tirer. Tu vois la preuve, cette intro de podcast, c'est complètement raté. Antoine, On ça t'a va? épuisé. Oui, c'est ça. Épuisant. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie de masteriser Sens sur un week-end. Sens Néant, d'autant plus. Surtout après 42 fièvres comme il est. Voilà, c'est ça. J'ai encore une fois été malade juste avant votre arrivée, et même un peu pendant votre arrivée, en fait, le vendredi, alors que nous avons joué le samedi et dimanche. Bonjour Julien, ça va la pêche? Ça va la pêche. Alors on rappelle rapidement les noms de vos personnages et les noms de vos sétentriens. Julien joue Kerry dans le monde de Sens. Il joue aussi Ardeur dans donc Sétentrien, Golem de Feu dans la fiction de Classis Sens Néant. Antoine, notre ami Ridger, joue un personnage très ridgerien une fois de plus. Ridger national. Bulle, exactement. C'est le golem d'eau créatif, on va dire ça comme ça. Nous sommes également donc avec Amir alias Milan dans la fiction de Sens qui joue
Mont Ardent, golem de terre dans la fiction Sens Néant. C'est possible. Et avec Audrey, alias Lexa dans le monde de Sens. Lexa qui joue donc Éclat, golem de lumière. Ouais. À égalité avec Mantis, égale, on va dire, avec l'ombre. Ombre et lumière. Ouais. Voilà, c'est ça, puisque Lucie est ta maîtresse, Lucie, maîtresse héritante bien connue des maîtres de jeu de Sens Néant, parce que c'est un des personnages préférés souvent de l'école de la lumière. Étant elle-même la moins dogmatique, elle permet d'aborder plus facilement cette école. Alors là, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Alors maintenant, je vais vous laisser parler, parce que vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session ? On a fait donc fin de l'épisode 1, épreuve 2 complète, et début de l'épisode 3. Bon, ça, je dis ça pour les meneurs de sens qui nous écoutent, puis on aura peut-être l'occasion de parler de la fiction. Mais qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette session de jeu ? Est-ce que ça s'est mieux passé que la dernière fois ? Ouais, c'était dense, ouais. Alors, C'était voilà. super. Par contre, j'ai de la semoule entre les oreilles. C'est-à-dire, Je crois que je suis épuisée. ça t'a ravagé le cerveau. Ouais. Mais c'était super. Mais bon, on a fait des séances de 12 heures aussi. Hein. Ouais, on a joué comme des hardcore gamers. Là. Ouais. Vraiment, on a joué en mode Olivier Sten, j'ai envie de dire. Et encore, t'étais malade. Ouais, j'étais malade. Mais j'aime bien, moi. Pour Sens Néant, je trouve que ça s'y prête assez bien, cette session de jeu de 12 heures, parce que les pauses dans la réalité nous permettent aussi de discuter un peu de nos personnages avec Classis, pendant qu'il y en a qui font la bouffe, en fait. Il y en a 2 qui vont continuer à jouer un peu avec Classis, à faire un entraînement de leur côté. Donc au final, on se repose quand même un petit peu. Non, Enfin, pas toi. Moi non, mais moi j'ai perdu l'habitude. Tu sais, Sens, c'est devenu, par la force des choses, un peu ma vie, quoi. Donc, pour moi, c'était un week-end normal, finalement. J'ai pris l'habitude de vivre avec ce colloque, un peu encombrant. Voilà, donc ça va de ce côté-là. Alors, par où commencer ? Est-ce que vous avez envie de parler de la fiction un petit peu ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, c'est ça qui m'amuse. Vous avez refusé le micro à Julien parce qu'il dit il parle trop. Puis dès qu'il s'agit de parler, tout le monde lui passe le micro. Alors, Ah non, c'est lui qui l'a refusé et on voulait qu'il le garde. Justement, comme j'ai tendance à m'exprimer, autant que je sois celui où. Mais il y a c'est pas très de bien. micro. Donc la fiction, si je me souviens bien, on a fini le scénario 1. Donc on est retourné de Miroir à Mogoche. Après, Vous avez exploré Miroir d'abord. on a exploré Voilà. Miroir. Ça a été le début de votre scénar. Exploration de Miroir et exploration notamment de l'Ultime Testament. De cet emprunt. Absolument, de l'Ultime Testament, rencontre de Deus, rencontre de Melbius, avec un truc assez extraordinaire où Bull a décidé que finalement l'Ultime Testament, ça ferait bien, ça s'apprivoiserait bien. Voilà. Donc il est parti avec l'artefact comme bracelet, liane, comme pet. Voilà, et j'entends les MJ qui nous écoutent bondir sur leur chaise, mais en fait, ce move est parfaitement permis par le jeu, puisque si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, Deus est à l'extérieur de la pièce, et il refuse d'entrer dans le lieu dans lequel ce testament est mis à l'index. Et il refuse qu'on lui raconte même. Et c'est ça. Il Donc, veut rien savoir. a priori, il est tout à fait possible que l'un des PJ prenne possession de l'œuvre en l'apprivoisant ou ce genre de choses. Et c'est ce qui a été fait. Alors je vais en parler un peu parce que dans le dernier podcast, on parlait du fait que je thésaurisais mes points d'expérience pour préparer quelque chose. Coup d'éclat. Un coup d'éclat dans la fiction. Sans mauvais jeu de mots avec le personnage de... Et donc là, ça m'a permis de joindre directement 50 points dans cet ultime testament de cet entra. 35. Il en avait déjà 15. Oui, donc de le monter tout de suite à 50, ce qui m'a permis d'en faire une chimère en fait et de lui donner vie dès le départ en fait. 5 points de rayonnement. Oui. Ouais, 50 points de lien en tout et 5 points de raisonnement. De rayonnement. Sans micro, on ne t'entend pas, Julien. Donc voilà, c'était le genre de choses que j'attendais d'avoir comme opportunité pour pouvoir vraiment dépenser mes points d'expérience en masse, ce que j'ai pu faire et pour lequel je suis quand même extrêmement satisfait. Alors ça, c'est quelque chose de totalement inédit dans mon expérience de meneur de Sens Néant. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur faire de l'Ultime Testament j'allais dire un Pokémon, un pet, j'allais dire un myriadien apprivoisé. Un myriadien apprivoisé. C'est-à-dire, j'avais jamais vu. En général, les joueurs ont trop de respect en fait pour l'objet.
respect mêlé à de la crainte, puisque c'est quand même le testament qui est censé. Enfin, c'est quand même un objet qui est censé contenir l'acide originel, peut-être. Mais c'est Ranger qui joue. Voilà, et donc du Oui. coup, le prendre. Que personne n'ose toucher, qu'on a caché. Mais il est discutable qu'il soit vraiment apprivoisé. Amir. Oui, tout à fait. Alors pourquoi, Amir, tu veux expliquer ça? C'est intéressant cette histoire. Ben, Ça vous a hanté pendant tout le jeu. mine de alors, rien. Que ce soit au niveau du mécanisme ou au niveau Roleplay. roleplay, Ouais. Narratif. histoire, il est bourré d'acide, on ne sait pas combien. En tout cas, tu ne nous l'as pas dit. Et c'est pas très important. C'est normal, tu vois, je peux pas te le C'est dire. pas très en fait. important. Effectivement, il est bourré d'acide, donc on ne peut pas atteindre au niveau mécanique les 50% de ce qu'il a déjà en points. Tout à fait, ça n'a pas de sens. Alors j'ai considéré qu'il était à 15 et que Ridger ayant investi d'ores et déjà, enfin Bull ayant investi d'ores et déjà plus de 30 points de lien, il avait vaincu le seuil symbolique des 50% à Non atteindre acide. voilà, non acide. Mais je n'ai compté bien sûr que le non acide. Et c'est ça en fait C'est ça. Voilà. Et ça a suscité chez toi pas mal de questions, Antoine, en mode Sur le niveau d'indépendance de ce Mériendien c'est ça. et le niveau de confiance que je pouvais lui apporter, enfin qu'on pouvait s'apporter mutuellement par rapport à ce qu'il me disait ou à ce sur quoi il s'engageait. Finalement, il a pas, je l'ai assez peu utilisé, c'est-à-dire que je l'ai utilisé vis-à-vis des autres personnages. C'est-à-dire que je me suis amusé à le montrer à d'autres PNJ en leur disant hey, regardez, vous pouvez en apprendre, vous pouvez apprendre plein de trucs, etc. si vous plongez dedans. Ce qui m'a valu une ou deux agressions à minima verbales, si ce n'est une lame sous la gorge. Ah oui, c'est sûr que les PNJ voyaient d'un très mauvais œil que tu te trimbales avec ce truc. Voilà. Sachant que pour la plupart des grands PNJ de l'histoire, c'est censé être l'objet qui a mené à la guerre de la glace contre l'eau, à la guerre du feu et des ténèbres, enfin de l'eau et du feu à minima. En même temps, ce myriadien est extrêmement prévenant et très souvent se rappelle à ton bon vouloir et te propose des tas d'affaires. Dès qu'il peut me refiler de l'acide, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais non, des liens, c'est pas pareil. Dis, accepte l'un de mes liens, un lien que je t'imposerai, Ouais. et en échange, je te permettrai. Alors, il y a un moment donné, il te dit je te décrirai ce que contient la forêt des mille murmures. J'en Oui. donne un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Azilis à la fin, Ouais, il t'a permis de porter communiquer. Azilis. De porter Azilis, voilà, je pourrais la porter moi-même si tu le Voilà. souhaites. De remonter. Allez, prends un micro sinon on ne t'entend pas. C'est vraiment important, hein, Julien. sinon- De remonter plus loin dans un souvenir quand on commençait à buter aux limites de la pièce dans laquelle... oui, quand on a essayé de remonter à quelle était l'intention de Setantra quand il a créé La statuette. l'ultime Testament. Voilà, par exemple. Donc, tout ça, c'est quand même des éléments assez importants donc, et auxquels il te donne concrètement accès. Quoi. Ouais, et faut savoir aussi que mon personnage, je pense que c'est important pour le coup. Pour les auditeurs, Pour les comprendre, auditeurs, ouais. c'est de Antoine. savoir que moi, mon lien d'acide de Bulle, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que mon personnage ne peut pas être attiré par le pouvoir. C'est quelque chose qu'il ne... C'est ton non-lien. Je n'éprouve aucun sentiment pour le pouvoir. Je n'éprouve aucun sentiment pour le pouvoir. Donc j'ai aucune attirance en fait pour le pouvoir et pour le pouvoir que cet artefact pourrait m'apporter. Et je ne comprends pas, donc mon personnage ne comprend pas la réaction des autres ouais. quand je leur montre en disant mais regardez, vous pouvez apprendre, vous pouvez avoir de nouvelles connaissances, pouvez avoir de nouvelles compétences, et les autres ont peur, et notamment Poussière, a peur de ce pouvoir et de ce que ça pourrait, de cette tentation Mais là, qu'elle pourrait avoir. pour aller vraiment dans ton sens et expliquer de façon la plus simple possible aux auditeurs, c'est l'anneau de pouvoir dans Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est-à-dire, en fait, en gros, tu portes l'anneau de pouvoir, et toi, puisque tu n'es pas attaché au pouvoir, tu n'as absolument aucune raison de trouver cet anneau dangereux. C'est ça. Et donc, tu le tends à tout le monde en mode, mais tiens, prends-le, on s'en fiche, c'est rien Et pour apprends moi. de lui. Et apprends de lui, au contraire. Sauf Alors que la- tout le monde réagit en mode, mais non, mais tu te rends pas compte de ce que je pourrais faire avec ça. Sauf que la tentation n'est pas Amir. que sur le pouvoir. Ouais, l'acide, c'est Ça pas permet le, de c'est pas que survivre le dans certains pouvoir. cas, ça permet Il l'a pas d'échapper à encore tenté à bon certains escient. Hein. Tout à fait. d'échapper à certains dangers. Enfin, c'est Mais pas que le on pouvoir. verra comment Antoine Mais- va mais- réagir mais à d'autres types aujourd'hui- de tentations. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est ce truc-là, quoi. Chez les PNJ, en tout cas, le premier truc qui ressort fortement, c'est ce niveau de tentation
par le pouvoir que ce truc-là pourrait leur apporter, quoi. Ou apporter à quelqu'un. Ou apporter à quelqu'un. Voilà, à quelqu'un d'autre. Souvent, ils te disent, mais d'autre. tu es responsable. Parce que, Ouais. enfin, ce que Poussière t'a dit, je crois, ou c'est peut-être moi en tant que meneur, je ne sais plus, qui te dit à un moment donné, mais toi, tu n'as pas conscience, tu n'es pas tenté par ça, mais d'autres pourraient l'être. Et c'est là que d'ailleurs que tu as commencé à enrichir ton objet pour en faire quelque chose de plus autonome, éventuellement capable de se défendre. Et tu lui as donné quand même beaucoup de points de rayonnement, quoi. C'est Oui, quasiment l'équivalent d'un personnage, en fait. C'est ça. Il a 5 points de rayonnement maintenant, sachant que vous, en tant que golem, vous avez commencé à 9 points de rayonnement. Et encore parce que vous arrondissiez au supérieur, si vous vous souvenez bien. Sinon, vous commencez à 8. C'est-à-dire que là, il est déjà un personnage golem débutant. Je vous rappelle que les golems sont déjà d'un niveau de maître. Donc ça vous donne une idée. Ton artefact est déjà plus fort qu'un sétentrien adulte normal. C'est une chimère Une conséquente. chimère conséquente, exactement. Ouais. Donc ça, c'était intéressant. Premier élément, donc fin de la première épreuve. Julien, on va te redonner la parole pour suivre le cours de la fiction, mais il se passe quand même cet événement-là qui est très intéressant. Et la rencontre avec Melbius aussi, qui me semble être assez majeure. Oui, alors il y a plusieurs points effectivement qui, bon, je ne vais pas faire le détail de la fiction, mais globalement on est passé à Miroir, on a rencontré quelques personnes, on a fait quelques trucs et ensuite on est rentré à Mogoche en récupérant quelques informations. Mais notamment avant ça, on avait eu une discussion avec Classis qui avait expliqué à Lexa en particulier des règles de miracle, si je me souviens bien. En fait, entre deux parties de jeu de rôle dans ce sens, je m'entraîne avec Classis. Et j'arrive pas à le battre, j'arrive même pas à le toucher parce qu'il prévoit systématiquement tous mes mouvements. Oui, tout à fait. Ce à quoi, en tant que bug, je suis pas nécessairement habituée, puisque... Théoriquement, tu es imprévisible. Voilà, c'est ça. Et donc, on a une longue discussion sur le pouvoir de la fiction, le pouvoir des bugs dans la fiction, etc. Et il me révèle un certain nombre de... il me révèle en fait les rituels d'acide. Je crois que c'est à ce moment-là. Alors non, les rituels d'acide, vous les apprenez dans l'Ultime Testament. Il te révèle les miracles que vous pouvez effectuer en tant que bug. Tout à fait. Le fait que vous pouvez utiliser votre rayonnement dans la fiction de Sens Mort et Sens Renaissant. Et il te raconte en quoi est-ce que déjà... Beaucoup de choses que vous avez fait qui paraissaient être des choses un peu fantastiques sont en réalité en fait, c'est ça. Je me souviens, je transforme mon arme et je l'attaque. Et le but, c'est pas de lui faire du mal physiquement. Le but, c'est de lui arracher un souvenir. Exactement, c'est ça. C'est comme ça que j'essaye de l'attaquer, ce qui est en fait une attaque vraiment inspirée de Sens Mort. De Sens Néant, tu veux dire ? De Sens Néant, oui. Et c'est à ce moment-là qu'il m'explique tout ça. Ouais. Et alors non, ce qu'il faut te dire pour rendre à Audrey ce qui appartient à Audrey, c'est que c'est Audrey qui trouve ça toute seule. C'est-à-dire que c'est pas Classis qui t'explique. C'est toi-même qui as l'idée d'attaquer ses sentiments. Et c'est là qu'il dit, c'est bon, t'as compris la leçon que je voulais te donner par toi-même. Mais c'est là que le lien entre les attaques d'acide et les miracles se fait. C'est que le fait de prendre un souvenir, ça ressemble aux attaques d'acide sur les liens. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Mais ça, elle le sait pas encore à ce moment-là, je crois pas. C'est après que vous ferez le lien entre l'acide. C'est après que Julien fait le lien, enfin, ou Kerry fait le lien. Ouais. Julien. Est-ce que vous voulez continuer avec la fiction classique ? Il y a peut-être d'autres choses. Il y a 3 éléments c'est qu'est-ce qu'on retire de la rencontre de Sétantra dans l'ultime. Faites attention à vos micros, les gars. Vous les éloignez. Il faut vraiment à distance du pouce, je vous rappelle. D'accord. Ouais. Dans l'ultime héritage. Pas héritage, testament. Qu'on a appelé l'héritage pendant très longtemps d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai noté que l'acide c'était douter en l'ultime sentiment, il avait une ultime manœuvre qui était l'espérance. Il y avait l'idée que la solution d'un problème est sa disparition et que Asilis était la solution du problème et qu'Asilis était la dernière manœuvre. Donc il y a une espèce de doute sur est-ce qu'il faut faire disparaître Asilis ou pas qui nous a pas mal fait réfléchir. Et après il y a 2 informations qu'on entend dire à l'assassin qui sont as-tu seulement pitié pour mon fils ? Et il n'y a ni bien ni mal, seulement les faits. Et là, je pense qu'on est plusieurs à penser Miphos, plus que Lumière, en fait. Et ça, c'est aussi un point qui a été étrange. Moi, j'ai pas pensé spécialement à Miphos, mais par contre, je me suis dit que l'assassin ne venait pas de Myriade pour sortir une chose pareille. D'accord, ouais. Qu'il était d'origine humaine. Ouais. Ou comme nous, un joueur particulier. Un joueur de sens. Tu as lié les faits dont il parlait aux faits de Simulacre et Similis.
Ensuite, effectivement, il y a, comme souvent, Harder, Julien. dans le doute, attaque en premier. Quand il se retrouve face à Melbius, il l'attaque pour savoir un peu ce qu'il vaut. C'est sa manière à lui d'essayer de comprendre qui il est en face de lui. Ce qui est rigolo parce que ça amuse beaucoup Keri-san de jouer quelqu'un qui attaque sans réfléchir, sachant qu'elle est une quadrilla de vie et qu'elle a toujours été obsédée par le fait de protéger tout le monde. C'est clair. Et là, il va y avoir une double utilisation à 2 niveaux de profondeur, c'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser un pouvoir de bug, un des miracles qu'a découvert Lexa. Dans ce sens, Classis va me dire non, c'est pas possible, et je vais utiliser un point d'immersion, Un fait de cellulis, en un fait. fait de cellulis qui est l'habitude de discuter les règles avec le meneur de jeu, C'est pour énorme. réussir à obtenir qu'on puisse l'utiliser quand même dans la fiction de Néant. Romaric, tu as bien fait de céder rapidement d'ailleurs. Pourquoi tu penses ça? Parce que Julien a une grande expérience. En matière de grattage. Non, en matière de. Non, pas de grattage, de discussion des règles. Ouais, d'accord. D'argumentation. Ouais. Et donc, ça a créé le fait que j'ai... J'appelle ça le grattage. Excuse-moi. Je t'en prie. Et donc, ça a créé effectivement une rupture dans le combat ou quelque chose qui n'était pas prévu en plus par Melbius, qui est dans la lumière, donc plutôt dans la prévision. Il est très lumière, cosmo, enfin... Voilà, exactement. Et donc, plus tard, ça va avoir un sens parce qu'on va s'apercevoir que, peut-être j'ai créé une incohérence dans ce qu'il pensait possible et peut-être le début d'un doute et d'une réflexion. On va dire que Melbius, un peu à l'image de ce que pourrait être Miphos Quadrilla dans Sens, c'est un personnage très arrogant, très sûr de lui, pétri de certitude, avec une science qu'il semble maîtriser à la perfection, et qui lui donne un caractère, qui donne à vos actions un caractère extrêmement prévisible. Et on le sent vraiment très hautain, il est imbattable d'ailleurs. À plusieurs reprises, je pense que... Miphocien, quoi. Oui, il est miphosien vraiment dans tous les sens du terme. Moi, je me suis Et fait- finalement, tu arrives à le surprendre. Et c'est vrai que tu vas gagner comme ça une certaine... Tiens, c'est marrant, c'est la première fois finalement que mon... Mais sur le coup, ça se sent pas. Ah non, je me Au moment- suis, je me au suis, moment- je au me moment suis où fait vous quittez, laminer sur le moment. Voilà, et puis surtout, au moment où vous quittez, tu as la sensation que tu restes sur l'idée que c'est qu'un gros connard incapable de se remettre en question, et etc. Absolument. Donc voilà. Et donc, Intéressant, quand même. ensuite, on revient doucement vers Mogosh en rencontrant encore quelques personnes, en posant quelques questions. À chaque étape, on rencontre notamment à Souffle quelques personnes. Et arrivé à Mogosh, on est persuadé que on a besoin de savoir ce qui s'est passé entre l'assassinat de Setantra et le réveil d'Azilis. Et que donc, il faudrait qu'Azilis nous laisse explorer sa larme. Ce à quoi elle dit « Ah non, pas question. Ah, peut-être quand même Savane. » D'accord, ouais. Et donc, Savane va explorer sa larme, ce qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Azilis au moment de son réveil et d'avoir une piste d'enquête. Et dans la foulée, bonus imprévu, ça va lui donner un peu la motivation pour aller lutter contre Phobos et Deimos. Ouais, Et exactement. quand elle va réussir à se décider, elle va aller faire le boulot. Et donc, écarter les nuages et mettre Phobos et Deimos. Voilà. Et réaliser à ce moment-là qu'elle a un rayonnement immense et qu'elle est effectivement elle est capable badass. de faire des miracles. Entre-temps, on apprend quand même que les Utrima montent un complot pour dessouder Savane. Voilà, tout à fait, pour se Soi-disant. débarrasser de Savane. Enfin, que ce complot soit vrai ou pas, on apprend ça. Autre chose intéressante pour l'enquête, c'est que vous apprenez aussi qu'Azilis a été retrouvée en Arbora il y a de cela quelques siècles et qu'elle se trouvait donc au moment de son retour auprès d'un petit arbre, un petit chêne qui lui a raconté plein de fables enfin, bon, j'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, ça va conduire dans la deuxième épreuve, ça va vous conduire à faire une découverte. Antoine. Il y a un autre point par rapport à l'arrêt de. Enfin, ce combat d'Azilis Contre Phobos et Deimos. contre Phobos et Deimos, c'est qu'elle prend la dimension qui était la sienne en tant que princesse du peuple. Ce qu'elle avait jamais fait jusqu'à présent, officiellement en tout cas. Et donc, pour nous, c'est une résonance Ouais. par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire, est-ce que ce serait pas ça
les nouveaux types de liens finalement qui se créent sur la planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de ces liens chiffrés, etc. Et que cette dimension charismatique qu'elle va avoir va suffire finalement à créer une nouvelle forme de lien qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ah, ça, j'avais pas Ah ouais, vu tu ça, t'es dit moi. ça, toi? Ouais. Ah J'avais oui, pas vu complètement. ça. Ah oui, d'accord. Mais si, ok. on en avait parlé, non? Ça me dit rien. Si, on Ah, en a parlé entre peut-être nous deux, alors. peut-être Ouais, Alors, peut-être entre vous De deux. notre côté de la table. De notre côté de la table, oui. Ouais, ok, d'accord. Alors, ça, c'est intéressant comme hypothèse. Je ne l'avais pas entendu encore. Bah donc, en fait, c'est suite aussi au testament en disant que finalement, pour moi, le message que je retiens du testament, c'est les choses vont changer, quelque chose va se transformer, quoi. D'accord. Et pour moi, ça avait un sens dans cette optique-là, quoi, d'avoir ce nouveau type de lien un petit peu qui soit beaucoup moins opérationnel que ceux qu'on tisse habituellement, quoi. Sauf que, Amir si je me rappelle bien, Classis ou Rome avaient bien précisé que c'est là qu'on voit que tous les liens qu'elle a tissés au fur et à mesure des doléances, etc., se révèlent. Donc Exactement. Donc ouais. c'est toujours les mêmes liens, en fait. C'est ce que j'allais te Moi, c'est ce que j'ai répondre. compris. Ouais, c'est ce que j'allais te répondre. Mais pour aller dans le sens d'Antoine, un petit argument supplémentaire qui va dans le sens et auquel on peut penser. Alors effectivement, hein, clairement, la fiction va dans le sens que tu signales, Amir, c'est-à-dire que à ce moment-là, le MJ décrit vraiment l'idée que c'est chaque doléance, les liens qu'elle a tissés avec les gens, qui fait qu'elle a ce rayonnement-là maintenant, qui fait qu'elle devient la princesse Azilis, qu'elle a finalement toujours été et compagnie. Et donc, elle met cela en avant. Et donc, c'est pour Ouais, ça mais- qu'elle a un rayonnement immense, parce que tout le Mais monde croit en elle. elle se crée un personnage en même temps en faisant ça. En Alors, prenant cette place-là, en Elle se jouant ce drape d'un rôle-là, habit d'un nouveau, elle se crée Mais- un personnage, elle investit un personnage. Oui, tu vois. mais rien de spécialement en contradiction avec le rituel de l'État, tu vois. On peut dire, bah voilà, là, elle prend elle Mais met là, en c'est avant. combat règle versus interprétation. On est Voilà, d'accord, c'est ça, versus exactement. narration, Alors, mais- Elle Le truc- n'utilisait jamais ses méridiens avant, et là, elle les a utilisés, quoi. Tous ces liens, tous ces attachements, etc. Exactement, voilà, tout à fait. Ça, c'est une très très bonne manière de voir cette scène. Maintenant, Oui, mais pour moi, ça va au-delà de ça. ça c'est intéressant. Et pourquoi Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer? Parce que ceux avec qui elle aura tissé des liens vont faire rayonner ces liens-là auprès de leurs proches que elle, Azilis, ne connaît pas forcément. Et je pense qu'il va y avoir un effet domino comme ça, qui va permettre d'amplifier son rayonnement au-delà du calcul purement mathématique du nombre de liens qu'elle a pu tisser au cours de son règne. D'accord, ok. Bon, de toute façon, je voulais ajouter un autre argument. Je vais pas le faire en fait, parce que je me dis que c'est un peu spoiler. Ça sert à rien de vous dire ça maintenant, et que de toute façon, il vaut mieux vous laisser continuer aussi la quête par vous-même. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas comme analyse, Antoine. Après, je sais pas pourquoi tu veux utiliser le mot lien. Tu dis des liens d'autre nature. Peut-être autre chose, tout simplement. Peut-être autre chose. Voilà, oui. c'est ça. Parce que c'est confusant en fait. Si tu parles de lien, tu te mets tout de suite sur l'ontologie sétentrienne. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais signaler juste rapidement. Très bien. Donc là, du coup, la princesse devient, en gros, je vous ai décrit un peu à la Azilis devient Athéna. princesse. Voilà, c'est un peu ces moments dans les séries où Athéna, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Non, je passe? me demandais où est-ce que tu l'as mis. C'est un peu le moment où Athéna met son armure et se révèle en tant que déesse et donc sauve le monde grâce à son immense cosmo-énergie. Hein. C'est un peu comme ça que je vous l'ai décrit très rapidement, mais c'est ça en fait. C'est le moment où vous réalisez que, ah oui, on ne protégeait pas uniquement une sétentrienne dans un palais, on protégeait vraiment quelque chose qui peut sauver Un le symbole, monde ouais. à tout moment et c'est quand même hyper important. À nos lumières. Ouais, c'est ça, exactement. Côté fin du 5e élément aussi, dans l'idée. Très bien. Donc, fin de la première épreuve, j'ai envie de dire enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, putain, waouh, on a mis énormément de temps, on a mis quand même quasiment 2 week-ends à finir la première épreuve finalement, 3 en comptant celui-là. Ouais, mais on avait rencontré plein de gens. Voilà, c'est ça, vous aviez tissé plein de liens. Tels des et- papillons. Et vous aviez renforcé vos personnages. À défaut des relations entre vous,
vous aviez renforcé vos personnages chacun de votre côté. Donc c'était un peu l'avantage de cette première épreuve. Alors que pensez-vous de cette première épreuve ? Est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont marqué de ces premiers pas dans l'univers de Sens Néant ? C'était vraiment l'occasion de découvrir, de commencer à jouer, à se lier avec des myriadiens, de les apprivoiser, de commencer à comprendre un peu les tensions entre les différentes écoles qui s'accusent rapidement les unes les autres de tous les maux de la Terre, de voir un peu la tension entre les envies personnelles de Azilis par rapport à Savane et le fait que l'ensemble de la société pense que éliminer Savane serait peut-être une solution, etc. Donc c'était l'occasion de découvrir que c'était un monde en tension, en équilibre précaire, et à ce titre-là c'était bien. Après, j'ai pas eu l'impression que au-delà de ça, notre enquête avait vraiment permis de résoudre le problème. J'ai l'impression que à un moment Azilis s'est fait je vais le faire. Ouais, bien sûr. Et que c'était pas tellement et qu'on aurait pu rester au château entre guillemets, enfin rester à ma gauche et dire allez, on regarde pas, vas-y Savane. Tu vois, D'ailleurs, bien c'est pas sûr. nous qui la convaincons, c'est Savane. je pense qu'elle se convainc elle-même après s'être laissée aller avec Savane. Après, donc, quel est l'intérêt de vous faire voyager ici et de vous faire découvrir le testament par vous-même ? C'est de commencer à chercher quelque chose de Voilà. plus, mais par rapport à Phobos et Démos. C'est ça. C'est-à-dire on qu'en n'a fait, pas on a été la sensation que résolutif. la problématique du scénario n'est pas celle qu'on résout finalement dans le scénario. Enfin, c'est ça quoi. C'est Qu'on ça. nous propose. C'est un prétexte, ouais. Exactement. Voilà. Moi, j'ai 3 moments vraiment marquants en tête. Il y a donc le combat avec Classis et la révélation de la perméabilité des fictions. Ouais. On va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé les cogitations qui sont liées à l'héritage, à la découverte de l'Ultime Testament. je vais pas y arriver. C'est pas grave, non mais c'est bien. Du testament, donc avec Enfin, moi, c'est à ce moment-là où je me dis, mais ça se trouve, va falloir la buter, Azilis, en fait. Et les discussions avec Classis, parce que finalement, on est à sa table de jeu, il y a Azilis qui est toujours suspendu au-dessus de nous. Il l'aime. Lexa a une étrange fascination pour Azilis et pour la rune qu'elle représente. Donc, elle aimerait bien la sauver. Et puisqu'elle a découvert la perméabilité des fictions, elle se dit que peut-être l'esprit d'Azilis sur Myriade pourrait remonter d'une fiction et investir le corps de celle qui est suspendue dans Sens, quoi. Mais et alors là, je commence à flipper, quoi, en me disant comment je vais faire, comment on va faire ça. Et voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée que en interagissant avec la fiction de Classis, vous allez pouvoir obtenir un résultat dans la fiction de Sens Mort et Sens Connaissance. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact. Voilà. C'est ce que je te disais au départ dans les podcasts précédents en te disant je pense que toi, comme tu es davantage attaché à la fiction de sens normal qu'à la fiction de sens néant finalement, de façon interne, tu t'intéresses pas vraiment à la fiction de sens néant de façon interne. Ça t'intéresse pas vraiment. Ce qui t'intéresse, c'est les conséquences que la fiction de sens néant va avoir dans l'autre sens. Ce qui m'interne, c'est le remue-ménage que l'imbrication des fictions crée. Voilà, ok, ouais. Donc c'est l'interaction entre les deux. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est les interstices. Ouais, ok, ça roule. Ouais, très bien. C'est exactement ça. Donc du coup, plus il y a de moyens de réfléchir l'un par rapport à l'autre, et plus ça t'intéresse. Tu vois. Amir, des scènes marquantes, des scènes moins marquantes peut-être aussi. Ni l'un ni l'autre. Ce ne sont pas les scènes qui m'ont marqué. C'est vraiment ce qu'Audrey appelle le remue-ménage. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup. Maelstrom, moi, personnellement. Oui, voilà, Maelstrom, n'importe quoi. On sait, mais on voulait te laisser le dire. D'accord, Eric. Vraiment. Super, merci, sympa. On a vraiment fait quasiment que ça. Enfin, la moitié du temps, j'ai l'impression qu'on s'est cassé la tête sur les implications, les liens entre les différents. Alors, liens, pas dans le sens de la métaphysique de sens sûr. Néant, mais vraiment les relations entre les différents éléments, les différentes histoires, les possibilités que ça impliquait. Ça devient, il y a un champ de possibles tellement énorme que maintenant que c'est long de définir le champ des Vous possibles. avez vraiment fait beaucoup de métaphysique en fait. Ouais. Vous avez pris le tableau blanc qui était dans la pièce, on a pris le crayon Velleda, on a fait des dessins. Vous avez dit mais est-ce que ça c'est pas ça machin. Dès qu'on ne réfléchissait pas, dès qu'on ne faisait pas de roleplay, dès qu'on n'était pas dans une scène, même s'il n'y en avait que 2 dans une scène, les autres brainstormaient sans arrêt, ou éventuellement
on refaisait nos tableaux de liens et autres pour. Pour reparler du tableau, là, Pour vite fait, calculer. il y a un truc que j'ai oublié de Audrey. dire, mais qui était bien sympa, c'était l'histoire de la couleur des yeux des golems sur le cadran qui est à mot gauche, et la couleur des yeux des immortels dans Sens versus la couleur des yeux des Ultimas Ouais. dans Néant. Ça, c'était vachement intéressant quand vous avez fait le lien en fait entre la couleur des yeux. C'est une des preuves de justement la perméabilité. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a eu toute une enquête pour savoir de quelle couleur étaient les yeux d'Asilis. Qui t'a conduit même à ouvrir les yeux d'Asilis là, dans le sens quoi. Ouais, Ça, ouais, c'était- ouais. Ça, c'est bourrin quand même parce que tu vois, c'est toucher le corps d'Asilis comme ça, tu vois. Ça aurait pu créer de la colère chez Classis, tu vois. Il aurait pu se dire mais qu'est-ce qu'elle fait Les personnages d'Audrey sont bourrins ici. Hein. Ah oui. Mais irrésistible. Ben, bourrin, je sais pas, c'est pas bourrin, tu vois, c'est juste un petit geste, mais bah, je lui ai expliqué pourquoi, et il Enfin, m'a dit, bah, t'as qu'à aller voir. Et je l'ai Ceux pris au d'Antoine mot, le quoi. sont aussi. Je l'ai pris au mot, c'est tout. Très bien. Mais il n'y a pas eu de combat ou de trucs comme Ah ça. non, hein. pas du tout. Ah, mais il y a plein de types de bourritudes. Ok, d'accord. Donc, Je me range à la vie générale. donc voilà, il y a eu cette phase où vous avez réfléchi au positionnement des couleurs sur le fragment, est-ce qu'elles signifiaient voilà, les yeux marrons de la terre, les yeux de vert de l'air, etc. Et toute une espèce de sentiment comme ça de retrouver en fait des personnages de Sens dans l'univers de Sens Néant finalement. Antoine, les scènes marquantes dans cette première épreuve. Bah, à part il y avait la scène avec Poussière là dont on a parlé. Où elle te met le couteau sous la gorge, ouais, là, me- son me arme, l'orgueil. Hein. Voilà. C'est l'arme de Poussière Ouais. sous la gorge. Où elle me met le couteau sous la gorge parce que je lui présente le testament en lui disant C'est vrai que c'est une bonne scène, écoute, apprends de ça, t'en seras plus forte et meilleure. On en a pas parlé, mais on avait toute une théorie sur le fait qu'Asilis soit l'ultima de l'air manquante. Ça c'est une fois que justement Brisé. après l'investigation sur les yeux, vous avez acquis la certitude. Voilà. Bon, j'ai envie de parler de certitude à ce niveau-là. En tout Oui. cas, les bugs qui jouent à Sens Néant sont certains que Qu'il y a un Asilis lien, quoi, au minimum. voilà, Enfin, est l'ultima de l'air. Voilà. éventuellement brisé, d'ailleurs, puisqu'elle a, en tant que septentrienne, elle a plusieurs sentiments, alors qu'en tant qu'ultima, elle n'en a qu'un seul. Donc voilà, ça peut être une construction. Vous avez fait plein de théories là-dessus. Hein. En gros, la question c'est comment l'ultima de l'air est devenue Asilis finalement. Pour vous, ça ne fait aucun doute que. Et donc la question c'est plus de savoir comment elle est devenue comme ça que de savoir si elle l'est devenue ou pas d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que vous avez tranché cette discussion. Ouais, puis on a cherché des preuves de ce truc-là en fait derrière. Toutes Exactement, nos ouais. actions ont été un petit peu dirigées par La recherche des origines d'Asilis. ouais, la recherche des origines Et- d'Asilis. Et est-ce que ça a donné lieu à des bonnes découvertes selon vous, découvertes qui faisaient avancer l'histoire pendant cette aventure, Bah, pas ouais. dès la première épreuve, c'est ça que tu Pas, veux dire, pas dans la Julien. première épreuve. Dans la deuxième épreuve, Dans la oui, deuxième beaucoup épreuve, plus. Ouais, très bien. Non, mais c'est bien, c'est bon signe quand on tire sur un fil et qu'il vient des choses. Oui. C'est que probablement qu'on tire sur le bon. Donc toi, tu retiendrais, pardon, la scène d'orgueil avec Ouais. Poussière ou Ouais, parce que, quand tu- c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent à ce moment-là. C'est deux conceptions complètement diamétralement opposées, qui est la conception majoritaire de Poussière, qui elle voit le mal que ça peut produire, et la conception minoritaire de Bulle, qui dit en fait il n'y a pas de mal à partir du moment où on s'en sert pas, mais qu'il vaut mieux apprendre que de rester dans l'ignorance, quoi. D'accord, ok. Tu vis vraiment dans ta bulle, toi. Julien, la scène marquante pour toi de cette première épreuve. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de scènes de révélation, que ce soit, c'est à ce moment-là que Classis nous raconte toute sa vie, c'est à ce moment-là qu'on voit l'assassinat de cet Antra. Donc tout ça, c'est des scènes de Alors révélation. réduisons à la fin de la première épreuve telle qu'on l'a jouée là ce D'accord, week-end alors. Alors pour moi, c'est le conflit, c'est le combat contre, pour mon personnage, au niveau de à l'intérieur de la fiction de Néant, c'est le combat avec Melbius. avec Melbius, où je donne tout ce que j'ai pour à peine réussir à faire le bouger. Il va falloir que j'utilise des règles de Ouais, tricher. des même. règles de tricherie Ouais. pour réussir à dire non mais stop, écoute-moi. Ouais. Voilà.
la marque aussi de l'impuissance du feu face à la lumière, qui est une espèce d'obsession des Sétantra de feu d'ailleurs, une espèce de complexe d'infériorité comme ça qu'ils ont par rapport avec toutes ces discussions autour du soleil. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ça, tout à fait. on avait parlé. Tout à fait. Le soleil est-il un élément de lumière ou de feu? C'est forcément un élément de lumière. Ah De ouais, feu. tu vois, De feu. Voilà, c'est- tout à fait. C'est évident. voilà. Très Qui bien. émet de la lumière. Fin donc de la première épreuve, début de la C'est la condensation de deuxième la lumière épreuve. qui Et là, j'ai émet envie du de feu, dire, je se transforme trouve, en feu. dès le début de la deuxième épreuve, que vous êtes au top. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous avez le système en main, les uns comme les autres. Antoine a enfin accepté de commencer à jouer au jeu, c'est-à-dire à dépenser des points d'expérience pour créer des myriadiens. Tout le monde joue. Toi, tu as enfin, Audrey, trouvé les liens qui te manquaient entre la fiction de Sens Néant et la fiction de Sens qui vont te permettre d'interagir à fond avec... et là, la partie commence. Et je vous ai dit, vous avez dit qu'on arrêtait Sens Papillon et que vraiment la deuxième épreuve... Et là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai envie de dire que c'était la meilleure partie de Sens qu'on ait jamais faite. En fait, le personnage d'Audrey a sombré dans le néant juste à ce moment-là. Ah bon, Enfin, encore Bah, dans le combat. Alors moi, à titre de meneur de jeu, Non. cette deuxième épreuve de Sens Néant, c'est la partie de Sens avec vous que j'ai préférée depuis le début. Mais peut-être que je serai amené à dire ça après de chaque prochaine partie. Hein. Parce qu'à partir de là, on arrive... Challenge On accepted. commence vraiment qu'en fait, le sens. on arrive c'est ça aussi... Non mais en fait, je vais être franc avec vous. Sens Renaissance a vécu. Pour moi, c'est un jeu de merde. Oui, tu le dis depuis le début. Moi, voilà. j'ai bien aimé. Bon, bah non, mais Moi aussi. Bon, voilà, c'est peut-être que c'est super à découvrir, mais en tant que meneur, quand tu l'as fait jouer plein de fois, tu ne vois plus que les défauts. Voilà, moi, c'est comme une pièce que tu as retapée toi-même. Tu vois les endroits où tu as Je mal suis fait pas la d'accord, les peinture. PNJ sont cool. Quoi. Ah, bah, peut-être, mais enfin bon, bref. Bon, on va pas discuter de ça. Hein. Je veux pas. C'est pas. Voilà, c'est mon avis. Bah alors, nourris pas le troll. Bon bah d'accord, ok, bon. J'ai le droit de me nourrir moi-même quand même. À peine. Sinon je meurs de faim. Donc voilà, Sens Mort, ça commence à devenir acceptable pour moi. C'est un jeu dont je suis un peu plus content. Mais alors Sens Néant, là, à partir du moment où là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous dis, là, ça devient vraiment bien. Et je trouve que vous l'avez vraiment bien pris en main. J'avais très peur quand je réécoute les 2 premiers podcasts qu'on a enregistrés, que j'entends les remarques que vous avez au sujet du jeu, je ne me doutais pas qu'on arriverait à une deuxième épreuve aussi réussie et aussi bonne. J'avais vraiment peur, je craignais vraiment que ça parte en sucette. Quel est votre avis maintenant de joueur? Moi, je me suis carrément super éclatée en fait. Ouais. J'ai trouvé ça très très chouette. En plus, ça commençait super fort par un combat où je me suis fait latter la gueule. Donc... Alors, faut expliquer. Mazo. Vas-y. Alors, c'est bien que tu donc, commences parce que c'est toi qui as commencé. Donc, comme les Utrima ont soi-disant complotent pour tuer Savane, espérant ainsi que Azilis prendra sa place, qui est complètement débile. Enfin, c'est évident que ça peut pas marcher, quoi. Je stocke Savane, je le suis absolument partout, et donc quand il prend le chemin pour aller parler à Gaïa et qu'il traverse le désert dont j'ai oublié le nom, mais C'est à l'orée de la basse forêt. voilà, à l'orée de la plaine basse Aloraphie. forêt, je lui colle au basque, on discute, blablabla, et 5 cavaliers d'Apocalypse Qui surgissent, sort de la nuit. qui surgissent de la nuit, c'est parce qu'il a donné cette image-là et je l'ai trouvé très chouette. 5 encapuchonnés. Donc 5 encapuchonnés s'amènent pour lui faire la peau. Et je lui propose de fuir pendant que je vais les occuper. Évidemment, on peut pas fuir. abruti de palouf, il reste. Il pouvait pas fuir. Et donc, non, mais ok. Et donc, on combat et évidemment. Alors, attends, non. Avant, tu me demandes scripté ou pas scripté. Oui, bah oui. Ça, c'est essentiel à raconter quand même. Mais c'est hyper important pour gérer la frustration du joueur. C'est ça. Et là, je te réponds, bah, c'est scripté, quoi. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais déjà, j'ai pu en toucher un. Voilà. Donc c'était scripté, mais tu m'as laissé faire un petit peu tout de même. Et découvrir des choses très intéressantes. Ouais. Donc, du coup, vas-y, raconte. Audrey. Donc, force d'intensification. j'intensifie tout de suite comme une grosse brute et j'arrive à en toucher un qui, avant de se couvrir d'acide, donc avant que je ne puisse plus le lire, je vois son arme. Attention, c'est son arme. Je vois son arme. C'est ça qui est très important. Son arme avant qu'elle se couvre d'acide. Et cette arme est une arme de foudre. Ouais. Et je reconnais l'arme de Pulsar. Exactement. Voilà. Donc, bon, je suis super emmerdée, quoi, quand même. Je le touche.
Il part plus loin, s'écraser quelque part. Et je me joins au combat de Savane pour l'aider. Et on se fait latter la gueule. Il se fait briser en 2 coups. Et après, je me tiens comme une conne devant les 5 sétentriens Anonyme, couverts hein. d'acide. Couvert d'acide. Et je me dis, et donc ils discutent de mon sort. Est-ce qu'on va la buter, pas la buter? Oh bah si, butons-la, c'est pas mal. Mais non, elle peut Elle en encore sait servir. trop, bah non, elle va peut-être encore nous servir. Et là, je me dis, bon ben, puisque j'ai 2 points d'acide, allez, je Hop. me couvre d'acide. Tu prends une Et tâche je disparais, et tu acceptes de disparaître. Et là, du coup, tu te fonds parmi eux. tout à fait. Ça, c'est intéressant. Donc tu vas- j'assiste à une petite partie de leur conversation aussi, sans qu'ils puissent me détecter. Je ramasse les pauvres restes de Savane et je vais totalement épuisée et au bord de la fêlure me réfugier non là dans une grotte qui en fait c'était une très mauvaise idée parce que c'est une entrée du labyrinthe de Noctis, donc bon. Et Bref. surtout, tu as Mais ça, je ne le savais pas. Tu as envoyé un de tes myriadiens apprivoisés à Mogosh pour qu'elle avertisse. Ah ouais. Tu as envoyé l'araignée À volante. mes compagnons, Voilà. oui, Pour j'envoie qu'elle Esquisse, avertisse, mon Esquisse. araignée de feu, dire que Pulsar est un traître. Ouais, j'ai envie de dire good intro, quoi. Voilà. Et ça, c'est la première Donc, scène. Comme d'habitude, Lexa, elle peut pas y arriver, quoi. Elle joue un personnage dans Sens Néant qui est très très différent d'elle, qui est posé, qui est réfléchi, qui est sur la connaissance et tout. Et elle arrive quand même à foutre une merde, mais folle, quoi. Ouais. C'est Audrey qui joue les deux. Hein. Oh, Amir. Antoine, Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que Audrey, à la fin du précédent scénar, décide de suivre Savane. Ce qui n'est Tout à pas, fait, non. ce qui est pas une réaction, tu nous disais, entre guillemets, normale. C'est-à-dire que nous, Non. les trois garçons autour de la table, là, on décide de rester à Mogosh. Ouais. Et Audrey, du propre chef de son personnage, se décide que la meilleure façon de protéger Asilis, c'est de suivre Savane. C'est de protéger Savane. C'est Et la donc, faiblesse on se retrouve d'Algilis, avec en cette fait. scène qui aurait dû être une scène qu'on aurait dû lire et qui est une scène cryptée qu'on aurait dû revoir dans des Scripté, souvenirs. ouais. Tout à fait, ouais. Qu'on Tout à aurait, fait. qu'on aurait dû revoir dans les souvenirs et elle le vit en live et c'est quand même topissime parce qu'on se retrouve avec une vraie scène d'action dès le départ de ce chapitre alors que scène d'action qui aurait dû en fait être une scène d'enquête. C'est clair. Et c'est là, ça fait un peu, tu sais, comme dans les séries, ces séries qui commencent direct par une scène avant le générique où il se passe un truc de ouf. C'est Et paf, le exactement générique ça. Ouais. commence et là Ça- on commence l'enquête et ça. Et en ça- plus, Ça a fait donné des- le ton quoi. Ouais. Et en plus, le fait qu'elle ait été là, ça a presque des conséquences un peu plus tard quand certains croient Ouais. qu'elle a participé. Oui, tout à fait, complètement. On va en reparler de ça. Ah oui, ça en m'a détail. bien mordu le cul, là. Ouais, parce que du coup, tu le t'es quand même rêve que couvert j'ai d'acide. fait où je me sentais hyper coupable et où je me suis imaginé étant un des cavaliers, un des Qui est logique en fait. un des tueurs d'acide, enfin ouais c'est ça, Ouais. touché par l'acide. Est-ce Et que c'est tu as. lequel qui a vu ça? C'est sidéral. Sidéral C'est a vu Sidéral, ça le maître en d'Aziz. lisant ma. Ouais. Ben, j'ai failli prendre vachement cher. Hein. En fait, il a. Si tu n'avais pas adopté le bon comportement, je pense qu'il aurait pu même aller jusqu'à te briser, au moins t'épuiser, tu vois. En fait, moi, je me disais dans ma tête, je me disais, ok, je l'épuise, et quand elle est complètement faible, je lui pose une question, elle n'a pas le droit de dire non. Tu vois, là, à ce moment-là, elle doit répondre la vérité. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, tu aurais évidemment dit la vérité, c'est-à-dire, bah, j'ai fui, je me suis mis en acide pour fuir, je ne suis pas mis en acide pour tuer Savane, tu vois. En fait, elle l'avait déjà dit avant, mais il la croyait pas. Oui, mais il pouvait ne pas la croire puisqu'elle s'était couverte d'acide. C'est une pour très échapper très à la bonne scène. leçon qui fait que quand on lit un sétentrien, on ne lit pas la vérité. Et ça, je vous l'ai dit. Tu nous depuis l'as le dit plein de départ. fois, Ouais. mais j'ai appris ma leçon ce moment-là. Hein. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y a eu plein de combats. J'ai beaucoup aimé aussi cette épreuve parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu plein de challenges, plein de combats, il y a eu plein de conflits. On a beaucoup de fois fait jouer le miroir, quoi. Souvent, je vous ai demandé t'as combien et il y a eu vraiment du challenge, Julien. Et puis, ouais, bah, en plus, Ardeur, dans Doute, il attaque en premier et il se fait un avis sur les gens en fonction de la manière dont ils se défendent. Et dès qu'on obtient notamment le message de Éclat qui nous dit Pulsar est un traître, bah, la première chose que fait Ardeur, c'est de l'attaquer. Ah oui, effectivement, ça a commencé comme ça. Pas c'est vrai. forcément parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il saura si c'est vrai en fonction de la manière dont se défend Pulsar. Pulsar qu'il prend à la rigolade, donc il se comporte pas du tout comme quelqu'un ni qui vient de se battre,
ni qu'il y a quelque chose à cacher. Oui, et puis surtout, il y a un autre doute que tu veux occulter, c'est l'idée que ce pulsar qui est bien devant vous, c'est bien le vrai pulsar et pas un faux qui est là pour se dédouaner ou. Et je veux le voir utiliser son épée, qui est une épée de foudre, pour La savoir tempête magnétique. si elle est cohérente, si elle ressemble à ce qu'on a aperçu dans la larme du myriadien apprivoisé qu'a envoyé Tu ne le Éclat savais pour pas nous encore. prévenir. Tu ne le savais pas encore à ce moment-là. De quoi Non, tu l'as attaqué sans regarder d'abord. Exactement. Moi j'ai commencé à lire Ouais, mais, l'araignée. Toi, t'as attaqué tout de suite. Non, mais Kerry, elle fait du méta. Hein. Ouais, depuis le C'est début, vrai. en fait, Kerry, elle a. Kerry, elle fait du méta Enfin, thinking, elle n'est c'est- pas la seule. Hein. Moi aussi, en tant que classiste, j'ai fait quelques belles erreurs. Tout le monde a fait du méta, parfois malgré lui. La fois où je fais dire à Pulsar, j'ai encore rien dit à Azilis, alors que mon Pulsar est censé rien savoir de ce qui se passe. Voilà, moi aussi j'ai fait quelques erreurs comme ça, et je pense que c'est normal parce que c'est vachement compliqué. On est sur 2 niveaux de jeu avec des choses telles qu'on se les imagine, des illusions, d'illusions, de pensées, de sentiments, de machin. Comme quand on lit différentes couches Ouais. C'est- à partir d'un voilà. rocher, on arrive à machin, puis à l'héritage. Faut être puis, indulgent, quoi. À un moment fait. donné. D'ailleurs, on est revenu en arrière, tu vois. J'ai dit, voilà, non, Pulsar, vous avez jamais dit ça, je me suis trompé, c'était une vraie erreur. Il faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter hein, quand on se trompe. Ouais, non, mais c'est toi, peu importe. De toute façon, Mais c'est vrai que t'as challengé, ton personnage challenge pas mal les PNJ en fait. C'est sa façon de dire bonjour. Ouais, mais c'est cool en fait. Ça crée vraiment, je trouve que ça crée de l'action. On s'endort pas quoi. Moi j'aime bien ça, un titre personnel de meneur en tout cas. Voilà. J'ai adoré aussi le moment où là on est toujours dans cette épreuve là Ouais, ouais. où tu invoques un dragon. Ah bah ça, pour, c'est ce qui se joue juste après. vas-y, L'objectif, raconte. c'est de rejoindre, d'essayer de retrouver. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais on sait à peu près où ça s'est passé, puisque le myriadien peut nous y mener. Puis on l'a vu quand on a lu Sur sa le larme. parcours qu'il a produit. Donc l'objectif maintenant, c'est de rejoindre l'endroit où il y a eu le combat et où Éclat et on ne le sait pas encore, Savane est mort. Et donc, mais il faut trouver une manière cool de le faire. Donc c'est le moment d'utiliser un des rituels Rapide. rapide et cool. Et donc c'est le moment d'utiliser un des trucs. Genre, ah bah tiens, je vais invoquer un oiseau. Puis tu me fais, ouais, mais c'est de l'air. Ouais, mais l'air, je suis vraiment nul. Bon, faut que je trouve un Piu, truc. piu, piu. Donc faut que je trouve un truc de feu. À dire, allez, un dragon. Et là, j'invoque le dragon, mais j'avais oublié qu'il allait falloir le convaincre d'ailleurs. Ça me fait dragon de penser feu, à, ouais. à ces sorts dans Cthulhu qui sont genre invoquer un vagabond dimensionnel. Puis en fait, il y a un autre sort, c'est contrôler le vagabond dimensionnel. Ça c'est pareil quoi. T'invoques le dragon, mais ah oui, mais bon, faut lui dire faut lui dire bonjour d'abord. Donc du coup, ça donne lieu à, dès le départ du scénar, il y a eu 3 combats. On a joué 1 heure, il y a déjà 3 combats quoi. Un combat contre Pulsar, un combat avec Savane et Éclat, et un combat contre un énorme dragon à Mogosh où ça part dans tous les sens, ça brûle de partout. On est obligé de s'y mettre à plusieurs. Voilà, Mais c'est finalement, surépique. il accepte de nous prendre sur son dos. Et finalement, c'est Bull qui a raison de lui avec sa flotte, en fait. Oui, en plus, c'est Oui, cool, parce ça. que tu le terrorises en fait. Une pauvre Antoine. bombe d'eau. Alors il voulait pas du tout combattre. Oui. Il avait l'air. Moi, je regardais tout ça parce que c'était donc pas mon tour de jeu, on va dire. Bah oui, complètement. Et du coup, c'était rigolo de voir que. Alors à ce sujet, en fait, Bull, depuis le début, je le vois comme Shun dans les Chevaliers du Zodiac. C'est-à-dire, c'est le perso qui Ça a, me plaît là. qui a peut-être la capacité de combat la plus balèze. Et ça se traduit avec Espoir, enfin donc avec le testament que j'ai renommé Espoir après, en ayant la possibilité d'utiliser l'acide. Et donc le perso, il veut pas utiliser la violence. Et par contre, c'est lui qui a potentiellement l'arme la plus violente de tout le groupe, quoi. Ah mais Shun a toujours été mon personnage. Je te vois Audrey me regarder avec des yeux en coin. Shun a toujours été mon personnage préféré des Chevaliers du Zodiac. Je n'ai rien dit. D'accord. Moi, ça a toujours été mon perso préféré. J'ai été traité d'homosexuel pendant toute ma jeunesse par tous mes copains parce que j'étais fan de Shun. Attends, ils sont tous très androgynes. Hein. Donc oui, d'accord, mais enfin voilà, c'est Il n'y a pour te pas dire. que Sean. J'ai subi l'oppression de mes amis collégiens Sean, et il est lycéens. badass, il a les parce cheveux que, verts, bordel. Voilà, parce que j'étais fan de Sean. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais dans la pièce là-haut où vous jouez, il y a un magnifique tableau de Sean. C'est pour ça que tu Ouais, parle de ça, non? Il Je y sais a, pas. il y a Non, un non, mais truc d'un c'est- chevalier du Zodiac, après Sean, je sais pas qui c'est. Voilà, c'est Oh le là personnage là. de Sean en l'occurrence. C'est le Parce qu'effectivement, moi j'adore ce trip du personnage qui a en lui le plus grand pouvoir,
mais qui ne peut pas ou ne veut pas l'utiliser parce qu'il répugne à faire le mal, en fait, tout simplement. Et toutes les problématiques que ça entraîne, c'est-à-dire que du coup, Sean, il est considéré comme un moins que rien, il est complètement piétiné par les autres, Couvé par son grand frère. couvé par son grand frère, et compagnie, et compagnie. Et donc, l'une des sources d'inspiration de Bull, c'était aussi ce personnage-là. Mais je l'avais pressenti, en fait. Aussi dans ton rapport aux ténèbres. C'est-à-dire que, parce que Sean, il a un secret très sombre. C'est que c'est pas n'importe qui, Sean. C'est le corps d'Hadès, en fait. C'est le réceptacle C'est pour le l'âme réceptacle d'Hadès. pour l'âme d'Hadès. Et donc, le fait que tu sois lié à cette espèce d'objet qui représente le mal absolu est aussi intéressant pour ton personnage. Donc, moi, je l'avais rapproché, même dans sa manière d'agir, sa manière d'être, très passif, finalement. Oui, c'est ça. Je l'avais vraiment rapproché de ce personnage. Par contre, tu n'as pas de grand frère protecteur. Non. Ce qui est. Potentiellement Une embêtant. sœur. Mais tu as Mais des j'ai- grandes. Mais j'ai Ambroine. Et un avec grand le- frère qui va devenir peut-être encombrant. Réfracto. On en parlera plus tard. Mais voilà. Alors, donc, du coup, pour poursuivre ta comparaison, est-ce que tu voulais en venir, Antoine, par rapport à Sean? C'était le fait d'avoir réussi à détruire le dragon à la fin. Oui. Enfin, à donner le coup de grâce Ouais. au dragon. C'est-à-dire, en fait, tu as réussi à l'attaquer en ne l'attaquant pas. Ça, c'est pas mal, quoi. J'ai essayé, mais Et lui a pissé Si, dessus, t'as non? réussi. Tu lui as pissé je dessus? lui ai envoyé de l'eau directement. Oui, c'est ça. Directement dessus pour qu'il calme les flammes. T'as et joué les ses ardeurs. pompiers. Un petit peu, voilà. Avant ça, tu as sorti juste ton arme d'eau, et ce faisant, tu lui as montré de l'eau, et ça a suffi à lui Ça- mettre un malus à de moins 10, l'effrayer, ouais. tu vois. Parce qu'en fait, alors pourquoi on a fait ça? Parce que concrètement, ton personnage, dans son miroir, il n'a pas suffisamment dans l'élément dans lequel tu te trouves, parce que le dragon suppose que tu sois en élément autre qu'eau pour monter dessus, donc Oui. tu changes d'élément, et là tu es... Et merde, en fait, il faut le combattre d'abord. Donc j'ai changé d'élément pour rien. Et je me retrouve dans un élément de merde dans lequel je suis pas fort. Et du coup, voilà, Et donc, du coup, quand tout le monde a déjà attaqué à 100, toi, tu sais que tu peux attaquer qu'à 20 et tu dis, mais moi, ça sert à rien que j'attaque. Oui. Et c'est là que je vous rappelle ce truc du système qui est que, mais non, parce qu'au cours d'une même ronde, à chaque fois que quelqu'un attaque, même s'il rate, Ça il fait donne un baisser malus 10, de ouais. moins 10. Et donc, Julien fait la réflexion, Pulsar va attaquer derrière. Lui, il a certainement au naturel quelque chose susceptible, un score susceptible de pouvoir vaincre le dragon. Et donc, résultat, tu dis, bah, ça vaut pas quand même le coup. Donc, du coup, tu fais une petite attaque insignifiante, et ça consiste juste à finalement sortir ton arme et lui mettre de l'eau, en fait, l'emprunter avec de l'eau. C'est ça. Voilà. Ça, je trouvais ça assez élégant. Et finalement, le dragon est vaincu, pas à ce tour-là, ce tour-là, mais après. Si, c'est le coup de grâce, c'était celui-là. Le coup de grâce, c'est celui-là. Ok. Ouais. Je me souviens C'est plus. le deuxième round, effectivement. Mais C'est le deuxième round, mais c'est ce coup de grâce. T'as rien. Et donc ça, j'ai trouvé ça effectivement très très élégant. Donc ce dragon, Melkia, avec lequel vous vous attachez un peu. J'ai l'impression que vous avez sympathisé avec ce Ouais, dragon. il était une fois, enfin, il répond bien à ma manière de dire bonjour en tant que Sétantra du feu. Et puis, il est fidèle à Azilise. Ah oui, lui, Et en Il est plus- plus que fidèle, c'est un de ses protecteurs, en fait. Et oui. Et donc, c'est lui qui va nous permettre de nous déplacer vite pendant un bon moment pendant la suite de l'aventure. Ou pour faire vite, on va finir par retrouver notre ami Éclat qui est en train d'essayer de récupérer. On va finir par comprendre que Savane est bien mort. On va comprendre que on n'a pas d'informations sur les attaquants, sauf 2 armes, Furie et Feu du Ciel, qui sont normalement des armes dont on apprendra plus ou moins à ce moment-là ou plus tard que Furie est normalement l'arme de Bélial et Feu du Ciel normalement l'arme de Cumulonimbus. Et puis on se retrouve tous pour se reposer. Et là arrive le truc improbable. La soucoupe volante. C'est ça. Mais elle n'est pas du tout ronde. C'est parce que je fréquente trop Pierre Lagrange, je pense. Ouais, c'est clair. Et C'est donc, on est réveillé en plein milieu de la nuit par l'arrivée d'un cube de sens gigantesque qu'on essaye d'atteindre avec le dragon et qui disparaît avant qu'on ait le temps de comprendre de quoi il s'agissait. On ne sait pas trop quoi faire de cette info, mais on la garde derrière l'oreille pour plus tard. Je ne sais plus qui nous suggère que c'est l'ultime sentiment ou tel qu'il est apparu à cet entra avant. Peut-être.
effectivement, ce sera. Ça, Alors, c'était la forme du cadran, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas le vaisseau spatial, c'est la forme du cadran qui est Ah, vous la pouvez manifestation expliquer de l'ultime sentiment. Ah, pourquoi est-ce que cette forme-là... Parce que c'est les liens entre tous les éléments. Ah oui, d'accord, la forme du cadran en elle-même. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais à autre chose. Et Je pensais à cette après, tu histoire nous de- avais, sur les formes Géométriques, voilà. géométriques, tout dans sens néant et de formes rondes ou organiques, alors que là, ce sont des formes beaucoup plus géométriques, Angulaire. avec des angles, effectivement, et Quel qui ne drôle- viennent pas de ce monde-là. Quelle drôle d'idée que la ligne droite. Vous y avez déjà pensé à ça, cet aspect géométrique humain? Pourquoi l'humain est-il fasciné par les droites? Et tu vois, quand on prend le premier précepte de science, je veux dire, scientifiquement parlant, le premier des traités qui fait scientifique, c'est le traité en fait d'Euclide sur les mathématiques et le fondement des mathématiques. Sur cette histoire de deux points forment une ligne droite, un ensemble de lignes de droite, ça forme un plan et tout découle de là en fait. Et toute la science humaine semble vouloir singer le traité, en fait, le tout premier traité d'Euclide, d'un point de vue esthétique, symbolique et sur l'élégance. L'élégance mathématique, aujourd'hui, l'étalon, ça demeure le traité d'Euclide sur la géométrie. Et aujourd'hui encore, l'élégance en sciences et dans les démonstrations scientifiques. Regardez par exemple, si on prend par exemple des gens comme Spinoza, il donne justement à son traité métaphysique une apparence, l'apparence, il me semble, je dis tout ça, c'est des vieux souvenirs d'histoire de la philosophie qui me remontent là de la fac, donc j'espère que je ne dis pas trop de conneries, mais il me semble qu'il lui donne cette apparence-là parce que ça rappelle le traité d'Euclide. Quelle drôle d'idée pour les humains que cette forme droite. Honnêtement, tout dans le monde est circulaire. Notre vision périphérique est circulaire. Mais la Terre est plate. Mais Tu n'es bien pas sûr. un platiste. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que moi, ce qui m'a toujours choqué en tant qu'individu, c'est cette obsession de la ligne droite. Mais la ligne droite, c'est l'efficacité. C'est aussi le rayon. Quelle le vision souci de l'efficacité. quelle vision humaine de l'efficacité. Bah oui, c'est affreux, on est d'accord. La ligne droite, c'est aussi la trajectoire que prend un objet quand il tombe, et c'est aussi la dimension et la direction que prend un objet quand il est expulsé. Que ce soit un rayon de lumière est globalement droit, à notre perception, en tout cas. Très bien. J'ai envie de faire plein de blagues à la con. En tout cas, voilà, c'est très singulier. Et donc, du coup, ce que veut dire aussi ce moment, c'est imaginons un monde dans lequel la géométrie de base serait plutôt le cercle. Et c'est vrai qu'elle ajoute la sphère, la larme, le rayon, le rayonnement. Tout ça évoque des cercles. Et je vous ai écrit en plus les bâtiments. Tout est rond. Le rayon est une droite à l'intérieur d'un cercle. Oui, c'est vrai. Mais elle évoque la dimension circulaire, le rayonnement. En plus, je ne parle pas de rayon. Par contre, il y a un personnage qui s'appelle Rayon. On pourra en parler après. Mais c'est différent de parler de rayonnement, qui évoque tout de suite le rayonnement. Ça évoque tout de suite l'aura. Tu vois, il y a un côté bulle, en fait. J'avoue que pas pour moi. Eh oui, sans mauvais jeu de mots avec le personnage d'Antoine, mais évidemment, j'y pense. Il y a un côté vraiment aura, quoi. Non, pas pour toi. Rayonnement, Non, ça... pour moi, le rayonnement, c'est plein de rayons qui, effectivement, ont une forme semi-circulaire, mais c'est des rayons droits pour moi. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, il y a ce jeu dans la géométrie qui, au moment où vous croisez la vision de ce truc, cette chose, vous évoque une géométrie qui vient d'ailleurs. Et j'ai voulu insister là-dessus. Julien. Ouais. Donc, je reprends sur la fiction, peut-être. Mais je t'en prie, au moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, sur c'était... Et donc, une fois qu'on a réussi à peu près à récupérer, qu'on a vu passer cette soucoupe volante, mais qui était cubique, on se dit, puisqu'on est... Je pense qu'au fond, on ne se l'est pas dit, mais personne n'est vraiment pressé d'aller annoncer à Asilis ce qui vient de se passer. Et donc, on se dit, puisqu'on est Arbora et qu'on voulait mener une enquête sur ce qui s'était passé avant Asilis, ou plutôt entre l'assassinat de Settantra et le réveil d'Asilis, c'est ici qu'on peut chercher. Et moi, j'aimerais beaucoup mettre la main sur le jeune Shen qui lui racontait des histoires et qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'elle rejoigne Gaïa, Freya, Pulsar et Savane. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe sur justement un Shen raconteur d'histoire qui s'appelle Bop. Ouais. Et là, tout de suite, Ardor tilt que ça peut être que lui, quoi.
Et donc, il va nous raconter ce qu'il peut et on va comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Il va nous envoyer dans des ruines. Il va nous raconter une histoire d'une princesse qui est tombée amoureuse de quelqu'un, qui s'est détournée de ses Princesse des sujets. Bois Rouges. La princesse des Bois Rouges. Et ça va... Bon, on va se dire, ok, on commence à voir un peu mieux. Et en explorant les ruines de... Donc ruine qui se situe autour de la forêt des Mille Murmures. c'est ça. Et c'est là d'ailleurs que je vais tenter Antoine, juste pour préciser pour les meneurs de jeu qui nous écoutent aussi, avec l'artefact acide, donc l'ultime testament de cet intra. Je vais tenter Antoine en lui disant, mais si tu veux, moi je peux entrer dans la forêt des Mille Murmures, observer les ruines, te dire ce que j'y vois, et compagnie, et compagnie. Et finalement tu vas refuser Antoine, et vous allez vous contenter des ruines qui se trouvent autour de la forêt. Et Ça, c'est intéressant. donc on va dans ces ruines là pour essayer de comprendre un petit peu, parce que l'arbre nous dit quand j'ai trouvé Azilise, elle venait de par là, donc on va aller voir par là, puis on va essayer de voir ce qui se passe, ce qu'était Azilise avant Azilise d'une certaine manière. Et là on va jouer à fond la lecture sentimentale avec un maximum de points de rayonnement. On va tous finir un peu épuisés pour essayer de remonter en fait, pour essayer Maximum dans l'histoire des ruines. pour remonter le plus loin possible dans l'histoire d'Azilise, la fameuse lecture de sentiments qu'elle nous a refusée dans une grande pudeur quelques jours auparavant. Et on va remonter jusqu'à ce qu'elle a perçu de l'assassinat de cet Antra. On va apprendre un peu plus sur l'assassinat de ces centrales, le fait que Des Ultimas. les Ultimas de terre et d'air sont venus l'aider et Voilà, une des et se discussions sont que fait vous casser aviez, la c'est gueule. comment les Ultimas d'air et de terre ont disparu. Parce que ça fait partie du background que ni Polygone, Outrima de l'air, ni Gaïa, Outrima de terre, ne peuvent invoquer leurs Ultimas. Donc le dieu de la terre et le dieu de l'air sont ininvocables par leur propre grand pop, si j'ose dire, leurs Ultimas. Prophète. Donc c'est pas normal. Donc ça vous obsède. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, Ça en vous obsède, ça. plus, hein, sans que ça- air et terre, ce serait l'équivalent au niveau des immortels de Classis et d'Asilis, si je comprends bien le raisonnement que vous suivez. Donc ça veut dire concrètement. Et là, ce qui est marrant, c'est que dès le départ, je vous l'avais dit, Amir, je te l'avais dit, il me semble que l'Outrima de terre est réputé comme pourquoi l'Ultima de terre, pourquoi il a été détruit, c'est parce qu'il est venu défendre cet intra. C'est possible que tu me l'aies dit il y a un an et que j'ai totalement oublié. Non, c'était pas il y a un an, c'était le week-end. Le week-end dernier. Ouais. C'est possible que j'ai oublié. C'est Ce que je disais tout à l'heure à tout le monde, c'est que une des difficultés de Sens Néant, c'est qu'il y a énormément d'informations. Et parfois elles sont contradictoires parce que les écoles n'ont pas toutes la même lecture. Exactement. Absolument, ouais. Et donc, et entre les différentes ontologies, enfin les différents. Il Il y a je peux être énormément coupable, d'informations à retenir et donc effectivement, on en oublie un certain nombre. Et il me semble que c'est Polygone qui vous l'avait dit d'ailleurs. Je te crois. Voilà. Dans ces ruines, il y a un moment qui est quand même assez génial, j'ai trouvé. C'est quand dans ces ruines, on arrive à voir la Azilise, puisqu'elle est passée par là, qu'elle s'y est reposée un moment, et on remonte du coup dans les souvenirs de cette version-là d'Azilise, et on remonte très loin, on remonte jusqu'à au moment où Mogosh était encore un volcan éveillé, où il abritait donc ce peuple de parasites, violents. Encore des parasites. Et alors, tu me corriges si j'interprète mal le truc ou si je raconte mal, mais il me semble qu'on voit Azilise qui s'y sent comme chez elle. D'ailleurs, elle l'appelle le palais, etc. Or, au niveau de la ligne narrative et de la ligne temporelle, Azilise n'a pas connu cette époque-là. Alors, si je me rappelle correctement, c'est plutôt juste avant, dans la lecture des sentiments, elle disait se rappeler ça, Ouais. mais quand on remonte, on ne la voit pas. Voilà, on la voit pas, mais en même temps, c'est quand même là. Donc, je voudrais juste faire un point sur le contenu fictionnel malléable d'une partie de jeu de rôle là. C'est mal de dire au MJ corrige-moi si je me trompe. Non. Moi, ça m'intéresse que t'aies pas. Raconte le contenu fictionnel malléable de ton point de vue. Regarde ce qui s'est passé, par exemple. C'est pas mal, c'est une petite astuce. À un moment donné, quand t'as proposé que non, mais moi j'imagine que la princesse des Bois Rouges, elle dansait avec ses sujets. Et oui, c'est vrai. Tout le monde t'a regardé en disant personne n'a dit ça, mais en tant que meneur, j'ai rien dit. J'ai dit moi cette proposition elle me va parfaitement. Donc c'est bien en fait que chacun ait son point de vue sur la fiction.
Que chacun voit Sadron tel qu'il se l'imagine. Ça ne me pose aucun Tout problème. ça, c'était Surtout pas pour dans se Sens dire, bah merde, alors, si Azilis a été... Enfin, l'ancienne version d'Azilis a été brisée, sans doute. Ça a donné la nouvelle Azilis avec des trous de mémoire, avec celle qui a récupéré et élevé Bop. Ouais, bien sûr. Et du coup, qui c'était cette ancienne Azilis ? Bien sûr. Voilà. Et on remonte tellement les souvenirs qu'on arrive à voir la mort de Settantra. Alors, une autre version de la mort de Settantra, puisque donc on voit effectivement la déesse de l'air et le dieu de la terre venir à sa rescousse et le défendre de l'assassin. Et on voit, dans cette scène-là, il y a Azilis qui est présente et qui se cramponne à des barreaux en fer d'une cellule qui se trouve à Mogosh. Une cellule. Le mot est lâché. Et c'est fort improbable. Il y a pas de fer. Normalement, il n'y a pas de fer. Il y a pas des trucs en forme de barreaux. Enfin, ça Alors là, n'a pas encore une lieu fois, les d'être. C'est barreaux encore... ligne droite. Ouais, c'est encore un truc qui n'appartient circulaires. pas au monde de Myriade, C'est vrai. quoi. C'est encore quelque chose qui n'appartient pas au monde de Myriade. Tout à fait. Mais la Azilis d'Encens, je termine, après je te passe la parole. La Azilis d'Encens, elle a peut-être vécu entre des barreaux. Donc du coup, tu commences à te poser la C'est question. peut-être une projection, ouais. Ouais. Enfin, un souvenir Tu demandes à rémanent. Classis même. Tu demandes à Classis. Tu Ouais. dis, mais est-ce que C'est moi. Non, c'est c'est Amir, c'est ouais, Amir demande qui le fait. quelle, ouais. quelle maladie parce que Classis vous a dit qu'elle avait été internée au départ. qu'elle était En dans fait, une espèce d'orphelinat. je demande à Classis à ce moment-là, est-ce qu'elle a été en prison un jour? Voilà, Et c'est il ça. dit non, elle a travaillé dans un truc d'autiste. Ah non, elle a pas travaillé. Elle a Elle été. était autiste. Elle Elle a- était, Enfin, elle était voilà, considérée dans un- comme. ouais. Antoine. Alors c'est là où j'ai une nouvelle sorte de révélation ridgerienne aussi. Ah, formidable. J'espérais que ça ait lieu dans un micro. C'est-à-dire que je me rends compte en fait à travers toutes ces histoires, l'histoire du chêne qui nous raconte la princesse rouge, Princesse des Bois Rouges. la princesse des bois rouges, l'histoire d'Azilis. Je me dis mais en fait c'est un personnage qui a déjà 1000 vies, qui a déjà vécu. Si on associe Azilis à cette princesse des bois rouges, c'est pas vraiment Azilis, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ce personnage. Et c'est là où je me retourne vers Cassie, je lui dis mais je pense comprendre ce que tu cherches à faire de nous. Et savoir... Donc là, Ridger se retourne vers Classis, Voilà. donc il sort de la fiction de Sens Néant et dit je pense avoir découvert quelque chose sur ce que tu veux de nous. Voilà, c'est ça. Et je pense que le personnage d'Azilis n'a jamais réellement existé, que c'est un personnage de fiction dont tu es tombé amoureux et que tu cherches absolument à faire naître dans le monde de Sens Mort. Et le but que tu cherches pour nous, c'est justement d'aller chercher ce personnage-là et de lui donner une vie et de lui donner une réalité à ton niveau. D'incarner en fait. Voilà. Le mot d'incarnation, c'est mettre en chair, quoi. C'est incarner un personnage C'est ça. fictionnel à l'intérieur de la fiction. Et là, je me pose la question, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que Ridger, si Azilis a réellement jamais existé, en fait, dans Sens Mort. Ça fait penser au mythe de Morphée. Tout à fait. Artiste, statue, il lui donne vie, elle meurt, il va la chercher aux enfers, il se retourne et bam, il est dans la merde. Évidemment. Je pensais aussi au mythe de Frankenstein qui se construit un petit peu sur le même modèle. principe. CF, Hadès et les Chevaliers du Zodiaque aussi. Une fois de plus, à la Ils sont là mythologie, aussi, hein. au service du décryptage de sens, évidemment. Oui. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors pour reprendre l'ensemble, puis pour aller un petit peu plus loin, on voit en fait qu'il y a deux incohérences dans ce qu'on lit de l'histoire d'Azilis, qui sont le fait qu'elle a des souvenirs qu'elle ne devrait pas avoir. Donc d'où ils viennent? Est-ce que c'est ceux de Settantra? Est-ce qu'elle a réintégré des trucs qui n'étaient pas à elle? On ne sait pas trop. Et le fait qu'elle soit dans une cellule qui fait penser que c'est quelque chose que ne pourrait penser que la Azilis moderne, donc question de rupture spatio-temporelle ou de rupture ontologique. Sur cette base-là, effectivement, Ridger, ça fait sortir de la fiction en fait Ridger, qui se met à se poser des questions du rapport du créateur à la créature. Bien sûr. Et globalement, ça va nous emmener à des questions ontologiques, et notamment à un échange de mots entre Lexa et Ridger.
sur le fait que Lexa sous-entend que peut-être on n'existe pas vraiment et qu'on est Ridger, Lexa, Kerry et Milan, les personnages d'une histoire joués par des gens autres. Et donc Ridger réagit de manière tranchée. L'idée lui plaît pas du tout. Il me dit fuck you. C'est ça. Et Ridger sera un personnage joué par quelqu'un d'autre. Impossible. Et pour en Ridger, fait, tu vois. moi, je me dis que s'il y avait une Lexa se dit que s'il y avait une Lexa dans plusieurs univers, ce serait super cool quand même. Et effectivement, là, je te fais une réflexion, Antoine. Je te dis, mais en fait, c'est assez marginal que les gens réagissent comme ça. C'est-à-dire, en fait, que les personnages réagissent comme ça. La plupart du temps, cette idée traverse les personnages et les personnages en rient entre eux, genre. Oui, c'est possible. Tu vois, il y a un côté un peu rigolo au truc. Alors que toi, tu réagis. Beaucoup trop d'ego pour ça. Ouais, il pense qu'il C'est est- vraiment ça remet en cause tellement de choses chez lui qu'il peut pas accepter l'idée. Et après, moi, en tant que personne qui écrit des fictions à titre personnel, en étant organisateur de GN ou ce genre de choses, qui écrit des personnages, il y a ce côté, à un moment où je me dis, si le personnage, on veut qu'il soit crédible, il faut qu'il ait sa vie propre, quoi. Il faut qu'il puisse sortent de moi. qu'il sorte de moi et que finalement je décrive ce qu'il fait, mais que je n'en suis que le spectateur. Si tu n'as pas déjà lu cette pièce de théâtre, il faut que tu lises 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello. Vraiment, c'est là-dessus, quoi. Natacha me l'a offert, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Et il est sur ma pile de livres à lire depuis des années. Faut dire que Tu dois le lire avant la prochaine partie. Non, c'est pas possible. Je lis un livre par an, puisque le seul moment où j'ai l'occasion de lire mentalement, c'est pendant l'été, pendant mes vacances. C'est le seul moment. Sinon, j'ai jamais eu l'occasion de lire. Et tu as combien de livres Ce dans ta sera le pile livre de l'été, alors. J'en ai pas tant que ça, parce que les gens le savent et du coup, ils m'offrent pas trop de livres. Ils savent que bon, voilà, si c'est pas du jeu de rôle, je vais pas le lire immédiatement. Et malheureusement, voilà, les livres. La posture Ça a de l'air d'être un livre apparemment très ancien. Julien. La posture de Kerry là-dessus, c'est le pari pascalien, c'est-à-dire je sais pas si j'existe vraiment, mais dans le doute, je vais faire comme si j'existais vraiment, puis je vais me battre pour ma vie. Au cas où, quoi. Au cas où. Ça peut valoir le coup. Voilà, dans le doute. D'accord. Donc en tout cas, ça donne. Alors moi, ce que j'aime En tout bien. cas, oui, Vas-y, juste, je t'en prie, c'est Julien. le début à la table, et en tout cas chez moi, d'une vraie réflexion transontologique qui va C'est ce que je voulais dire. effectivement déclencher quelque chose en termes de réflexion. Un vrai mouvement de va-et-vient entre de la vrai- fiction classique, entre les la trois fiction niveaux de sens, les voilà. trois niveaux de fiction, l'intention de l'auteur, etc. Tu le vois où le troisième, toi? Au niveau de l'intention de l'auteur. Non, j'en vois que deux. Il y a que Classis et la fiction de... La réalité. Il n'y a que Classis et la réalité. Non, Il n'y a pas... il y a- Enfin, il y la a- fiction non. de Classis et la réalité. Je veux dire, Il y il a- n'y a pas autre chose. Voilà, Voyons, c'est ça. Julien. Il y a ces tantras et la Je réalité. ne connais pas Julien, moi, je ne connais que Kerry. C'est ça. Et donc moi je sais qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir une partie de mon cerveau il va falloir, si je regarde mes notes, une bonne heure de plus. Et d'un seul coup, alors ce sera pas du tout en lien avec je vais répondre à la question qui me bloque depuis une séance au moins, qui est qu'est-ce que c'est que puisqu'on a traduit tous les éléments, on sait que la lumière c'est le cosmos, etc. On a les 6 éléments, mais dans cet univers-là, de cet entra, il y a l'acide en plus. Et quelle serait la correspondance dans le monde de Sens Mort? Et c'est un truc qui me bloque depuis une séance et demie. On a un 7e élément et on n'en a pas dans le monde réel de 7e élément. Alors c'est quoi? Et voilà. Et d'un Et là, seul coup, t'as une révélation. j'ai envie de alors, dire. ce sera plus tard, ce sera quand on sera arrivé à Arbora. Mais effectivement, d'un seul coup, je file la métaphore et je me dis, mais plein de fois, on nous a décrit que les gens s'enrobaient dans l'acide. Comme si l'acide les protégeait du monde, se couvrait d'acide. Il y a un moment donné où le mot carapace a été lancé. C'est moi, ouais. Je t'ai regardé avec insistance. J'ai même répété le mot une carapace. Exactement. Et là, j'ai vu Kerry. Enfin, Ouais, je sais mais pas si c'était Julien ou Kerry, Non, mais c'est Kerry. C'est Kerry, la carapace d'acide. Elle qui ne peut vivre dans le monde normal que grâce à sa carapace de quadrilla. D'un seul coup, commence à dire, mais alors,
il y a une carapace d'acide, s'il y a une carapace de quadrilla, ça ressemble à la philonite des bugs quand ils vont dans l'ombre monde. Donc il y a cette notion comment dire, d'interface qui protège de ce qui nous entoure. Et je me dis, mais bon, c'est marrant, tout ça, ça se ressemble vachement. En plus, Setantra a dit que l'acide entourait des bulles, comme ça, que c'était les limites du monde. Et donc, il y a vraiment cette idée de frontière sans arrêt qui revient. Et autant on se demande toujours ce que c'est que la carapace des quadrillas, on se demande toujours ce que c'est que la philonite des bugs, autant dans le monde de Setantra, on nous dit, mais bien sûr, c'est le mentir. Et donc, je me dis, bah, tiens, c'est étonnant de représenter le mensonge comme quelque chose qui empêche la chose de se dissoudre. Et on a l'impression que c'est quelque chose, c'est tout ce qui va permettre à une information qui est fausse de pas disparaître au contact d'une vérité, si tant est que c'est quelque chose. Et donc, voilà, et on en vient à l'idée que peut-être c'est la même chose, que peut-être la carapace, c'est ce qui permet à moi, en tant que quadrilla, qui suis une aberration dans le monde de sens, dans le monde réel. Une créature imaginaire, je dirais. Une créature imaginaire. Une chimère. Une chimère qui arrive à se maintenir dans un monde ontologique qui n'est pas le sien, dans une ontologie qui n'est pas la sienne, de même que les bugs peuvent se maintenir dans le monde, dans l'ombre monde, alors que c'est pas le leur, mais plus important encore, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec Classis un peu avant, peut-être que les bugs ont en réalité la philonite depuis leur naissance, et que peut-être c'est ce qui les protège d'une vérité d'un monde déterministe et qui leur permet de récupérer le libre arbitre. Mais ça, j'en avais parlé avec Amir à demi-mot. On avait un peu parlé ensemble quand on a parlé de l'armure. Mais Amir, il comprend rien aujourd'hui. Ce week-end, il comprend rien. Si. C'est, en fait, disons que je pense que tu n'avais pas fait le rapprochement Je fais pas les entre la philonite et l'acide. Ah, Et- Mais pas par du contre, tout. tu avais fait le rapprochement entre la philonite et les myriadiens. Puisque ça, Oui. voilà. Parce que en t'apprenant à forger, je t'avais aussi. Oui, effectivement, le rayonnement et tout ça. Et- Mais bon, c'était un premier niveau très, très simple. Et On avait donc, quasiment offert. donc moi j'en arrive à la conclusion que ce soit la philonite, l'acide, le machin, la carapace des quadrillas, tout ça, c'est une manière de protéger quelque chose pour qu'il se dissolve pas au contact du monde qui l'entoure. Et en fait, au niveau d'une fiction, c'est ce que j'appelle la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire le moment où on accepte que quelque chose qui n'est pas cohérent soit... On va accepter un certain temps que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, mais peut-être que c'est la solution, parce que dans le monde de Classis, c'est dans le monde qu'il nous propose, il crée une fiction, il en fait une solution pour le monde réel, puisque c'est censé nous aider à vaincre le kabuki derrière. Et donc, il a une vision, lui, de la fiction qui est positive, qui aide à progresser, qui fait du lien, puisque ça nous aide aussi à nous relier entre nous. Là où, dans ce monde de Setantra, l'acide, c'est toujours quelque chose qui détruit du lien. Et à partir de ce moment-là, l'obsession de Keri-san, ça va être de comprendre comment faire de l'acide, non pas quelque chose qui détruit du lien, mais quelque chose qui crée du lien. Voilà. Et là, c'est vraiment une réflexion interontologique. Ouais. Et puis, c'est une réflexion Tu sur... noteras que j'ai fait venir des PNJ à toi qui rentrent à fond dans ta recherche. En Ouais, tant que, ouais, voilà. tout à fait. C'est-à-dire que ce soit Rayon, Cumulonimbus, Melbius plus tard sur l'aéronef, on est à fond sur des personnages qui travaillent ces questions. En fait. Ouais, alchimie et ça. Voilà. Donc, ouais. Il y a toute une partie de cette discussion qui était sur le libre arbitre, Tout à fait. d'ailleurs, sur l'acide comme étant un moyen d'avoir un libre arbitre, puisque c'est le moyen de mentir aussi. Tout à fait. Libre Et le arbitre, lien entre le libre arbitre et les bugs, bien évidemment, qui les protège du déterminisme. Peut-être que c'est la philonite qui les protège du déterminisme. Nous verrons. En tout cas, clairement, à présent, après ces élucubrations métaphysiques auxquelles Classis semble quasiment ne rien comprendre, il vous dit, let's play, jouons maintenant pour voir si vous allez pouvoir réaliser finalement vos rêves à l'intérieur de la fiction, de voir si ce que vous dites est vrai ou faux ou proche, ou voilà, d'éprouver en fait finalement votre théorie, sachant qu'en plus vous avez les moyens de tordre la fiction, donc savoir si ce que vous allez découvrir c'est pas ce que vous avez mis à l'intérieur de la boîte,
C'est-à-dire, chacun voit dans les yeux d'Asilis ce qu'il veut y voir. N'oublions pas toujours cette phrase qui semble revenir, tel un leitmotiv. Donc voilà, ça va être intéressant aussi de voir ce que vous allez apporter à la fiction et ce qu'elle va vous apporter. Mais c'est vrai que c'est c'est le moment où c'est le moment dans Sens métaphysique, là, Néant ouais. où d'un seul coup, enfin globalement, je pense que on va continuer dans cette ligne-là, mais où on travaille à 2 ou 3 niveaux ontologiques différents, quoi. Voilà. Et sans souci, tu vois. Enfin, je sais pas, personne autour de cette table n'est vraiment philosophe ou métaphysicien ou etc. Pour autant, vous maniez des concepts de choc ontologique, de mondes différents. Ontologue quand même. Ontologue un minimum grâce à vos compétences dans le domaine de l'imaginaire. Mais ça, quel rôliste n'a pas l'habitude d'explorer des mondes imaginaires? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une compétence. C'est là tout ce que je veux dire là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences philosophiques pour faire de la métaphysique avec sens. Ça vient tout seul, si j'ose dire. Antoine, tu as l'air sceptique sur ce point. En fait, je sais pas ce que ça veut dire faire de la philosophie. Alors, métaphysique, j'ai dit, pas de philosophie. D'accord. La philosophie, c'est encore différent. La métaphysique est une certaine manière de parler sur les modalités, les mondes possibles et compagnie. Ouais, mais je vois pas concrètement quelle forme ça prend, quoi. J'ai du mal un peu avec le concept. Et donc, du fait que tu nous dises qu'on en fait, bah, très bien. Soit, j'admets le fait que tu dises que le jeu pousse à ça, je ne peux que le constater, j'en suis complètement conscient, et tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça revêt comme réalité par rapport à une partie de jeu de rôle autre que Sens, je sais pas. Parce que toi, dans les jeux de rôle, tu as souvent eu ce genre de conversation. Bah, sur Ambre, ouais, sur Nobilis, oui, sur des jeux comme ça. Ça tombe bien, c'est les jeux dont je m'inspire. Donc c'est parfait. Sauf que ces jeux, en fait, quand tu réfléchis bien, n'avaient pas pour but de parler résolument de ça. Je sais pas, moi je suis joueur de ces jeux-là, je suis pas maître, donc c'est des choses qui ont émergé dans mes parties. Dans Vampire aussi un peu. C'est le vide créatif, c'est le vide, on appelle ça le vide fertile. En ouais, fait, ouais, de tout à fait. Et moi, j'ai eu la même expérience avec ces jeux. Mais Sauf Ambre, parce que Ambre, j'ai pas joué suffisamment pour avoir. Mais avec Nobilis, c'est clair et net. Ah ouais. Souvent, moi, j'avais créé Sens avant de jouer à Nobilis, parce que c'est Marc, un ami à qui j'ai parlé de Sens Néant, il me dit: t'as déjà joué à Nobilis? Non, bah tu devrais. Et ça, je te dis ça, c'était en 2002. Oui. C'est-à-dire, quand on créait Sens Néant, le jeu n'était pas encore publié, sorti, quoi. Donc j'ai lu Nobilis avant la publication de Sens, par contre. Et c'est ce qui m'a fait passer d'ailleurs du système avec le D12 au système sans D. Voilà, pour finir la petite histoire. Mais donc tu vois, effectivement. Mais peut-être que je suis un habitué de ce type de jeu, je pense, et de ce type de réflexion. Donc du coup, t'es quelqu'un. Ça me pose pas. Voilà. Je trouve pas que ce soit une révolution. Ce que tu remets en cause dans mon truc, c'est l'idée que vous soyez pas vous soyez pas spécialiste de ce type de jeu, parce que dans le fond, tu me dis, moi, des jeux comme ça, j'en ai expérimenté pas mal. Voilà. Et mais moi, j'ai eu même la même expérience dans Agone, où à la fin, on se retrouvait à parler métaphysique, mais vraiment, quoi. En mode Janus, le masque, qu'est-ce que c'est que l'inspiration, et compagnie. Les dames, le centre-esprit, etc. Mais moi, j'ai Spoil pas. au départ, comment j'ai vendu Sens sur Casuceno? J'ai vendu Sens sur Casuceno en disant c'est un jeu qui parle de métaphysique. Et dire, en fait, pour moi, tous les jeux de rôle, donc là, c'est là que j'ai peut-être fait un peu d'extrapolation, mais en disant tous les jeux de rôle sont l'occasion rêvée d'avoir des discussions métaphysiques. Bon, je me suis fait taper dessus, j'imagine que j'étais trop radical. Radical. Voilà, mais en tout cas, clairement, c'est ce que j'avais à l'idée quand j'ai sorti ce jeu. Donc, tu vois, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude avec Sens. Par contre, j'ai voulu faire un jeu dont ce soit spécifiquement l'occasion. Et ça, je suis pas sûr que ce soit l'intention forcément derrière les auteurs d'Ambre, de Nobilis, etc. Ils avaient... Alors, Ambre, quand même, c'est tellement fait pour. Nobilis, c'est quand même tiré de Sandman, et Sandman, c'est quand même quasiment pareil, le thème principal de Neil qui traverse l'œuvre de Neil Gaiman. Enfin, on verra si cette discussion métaphysique mène au même point. C'est ça qu'il faudra voir maintenant. C'est ça parce que la métaphysique d'Ambre oppose. Moi, de ce que j'en connais, oppose beaucoup justement la lumière, l'ombre, le cosmos, le chaos, le logos, la marelle et compagnie. Dans un multivers. Voilà, dans un multivers. Zelazny adorait justement la métaphysique des mondes.
C'est vrai, mais pour moi, j'ai la sensation aussi qu'il adorait énormément la mythologie. Oui. Et qu'il a surtout voulu montrer que, fût-il créateur de monde, traverseur de monde, transcendantaux, les dieux restent profondément cons, égoïstes, humains et compagnie. Et donc ça me fait vraiment beaucoup penser aux travaux de Jean-Pierre Vernant sur la mythologie grecque et le miracle grec en règle générale. C'est-à-dire que Jean-Pierre Vernant explique, si les Grecs se sont posés, grosso modo, pour le faire très rapidement, si les Grecs se sont posés autant de questions métaphysiques, c'est parce que leur culte, leur divinité, n'étaient pas des divinités de réponse aux questions, mais étaient des divinités imparfaites qui soulevaient davantage de questions qu'elles n'en résolvaient. Et chez Zelazny, les dieux posent problème. Sauf Ils que ne les résolvent princes et pas les les princesses problèmes. sont des usurpateurs, parce que ce ne sont pas des dieux. Oui, tout à fait. Non, mais tu vois où je veux en venir. Ah oui, C'est-à-dire que complètement. ce n'est pas une réponse, Zelazny. Non, Ambre n'apporte pas de réponse. Elle soulève des questions, justement. Tout à fait. On verra. Sauf que Ambre était conçu en 3 cycles et que Zelazny n'a pu en écrire que 2. Ah, alors ça, c'est Et- très intéressant. et là-dessus, Il n'a pas été conçu en 3 cycles. C'est là que je ne Il a suis- évolué en une idée de 3 cycles. À la base, Oui. il devait y avoir un seul roman et écrit selon C'est ça, 9 points de vue ouais. différents. Alors, si vous avez des compétences particulières sur Ambre, je serais ravi d'écrire avec vous un podcast sur le sujet, parce que vraiment, je pense que c'est un sujet très intéressant. Moi, on n'a même jamais, je crois, playtesté le jeu de rôle à la cellule. Faire un one-shot sur Ambre et parler ensuite de l'univers serait magnifique. Je ne sais pas si ça peut être fait ici, autour de cette table. Voilà. Ah, si. J'ai l'impression que vous êtes tous monstres fans. Moi, par exemple, je ne connais pas suffisamment Non, pour pas rentrer dans monstre ce détail fan. technique. J'ai masterisé 2-3 fois, dont une fois il y a Ah, mais 30 c'est quand ans. même déjà bien, tu vois. Dont une fois il y a 30 ans, Ce serait chouette. quasiment. C'est très loin pour moi. Donc J'ai ça pourra se remasterisé il y a faire. 2 ans. Ça, je mais pense que ça très vaudrait peu. le coup, tu vois, de Oui, faire. oui. Voilà. Alors revenons à Sens Néant après ce petit détour qui nous permettra d'embrayer sur probablement des podcasts. Excuse-moi, je voulais intéressants juste sur le sujet. également dire Je au t'en niveau prie. des anciens jeux de rôle qui parlaient de Amir. différents mondes, etc. Il y a également tout le multivers de Moorcock, donc à travers le Champion Éternel, Hawkmoon, Stormbringer, etc. Et il y a des scénarios qui font passer d'univers en univers sur la Terre ou autre, et qui posent ces questions sans y répondre et qui vont pas très loin. Mais là, vous êtes juste en train d'abonder dans mon sens, qui est que Oui. le jeu de rôle en tant que Tout à fait, média, tout à fait. dans sa forme Je voulais même, illustrer, enfin. pose des questions d'ordre métaphysique. Tout à fait. Et ce que je dis, c'est que moi, j'ai eu la sensation, quand je suis arrivé avec mes gros sabots sur le forum Casuceno pour dire ce que je trouvais évident, que les gens ont dit, en gros, t'es pompeux, t'es chiant, c'est de la philo, on s'en fout qu'on fasse de la métaphysique, nous, ce qu'on veut, c'est explorer Moorcock, Ambre et Nobilis. Moi, j'ai voulu faire un jeu qui dise clairement ce qu'on faisait, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose dans ce sens Tout à fait. qui est un petit peu qui pose un peu ce type de vocabulaire, les mots proposition, énoncé, les faits qui annoncent et qui amorcent en fait des discussions métaphysiques avec des concepts métaphysiques tels que défendus par des gens comme Wittgenstein et par d'autres philosophes avant eux, qui pose en fait, qui fait le lien entre le jeu de rôle et la philosophie métaphysique. Et ça, je pense que ça n'avait, pour le coup, jamais été fait consciemment. Et je dis pas que ça n'a jamais été fait inconsciemment, ou tu vois, c'est là la différence avec Sens. Donc, alors juste sur finir sur le truc, dans la suite de cette question de la philonite et de l'acide comme possiblement une suspension d'incrédulité, etc. On se souvient que cet entra considérait Asilis comme sa dernière manœuvre. Et donc la question que se pose Kéréssan, c'est est-ce que cette dernière manœuvre, c'est pas justement de réussir à transformer l'acide qui délie en un acide en quelque chose qui crée du lien entre les gens. Et donc la question c'est maintenant comment est-ce que on va faire, d'autant plus qu'il comment dit tu vas faire? Ça, Oui. c'est ta vision. oui, c'est ça. Mais Attention. comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour essayer Pas sûr. de résoudre le problème? Et comment est-ce que, en particulier, il a dit à la fois que Asilis était la solution au problème, et à la fois que la solution c'était de faire disparaître le problème. Mais ça, on pourrait dire ça du récit. C'est-à-dire que si on voit le récit, si on voit les ficelles du récit, ça casse le récit, alors que si le récit arrive à nous embarquer... Donc voilà, moi je reviens à l'idée que cette fiction, c'est une piste, quoi. Ça me rappelle une des discussions que Lexa a eues avec Wilfried sur la liberté.
et sur développer des liens, des relations. On ne parlait pas de liens à l'époque, de relations avec les gens. Et la question de la liberté, c'est est-ce que pour être vraiment libre, on peut avoir des relations avec des gens ou pas ? Ouais. Est-ce que pour libérer complètement Azilise, est-ce qu'il faut lui donner des liens ou est-ce qu'au contraire, il faut tous les trancher à coups d'acide ? Ce sont d'excellentes questions. Un peu bourrine comme question, mais ouais. Après cela, donc, On ne se refait pas. vous allez en Arbora. Vous discutez avec Gaïa du fameux complot des Utrima. Puis ensuite, d'Arbora, vous regagnez Mogosh pour Par une annoncer porte. par une porte de transfert que vous découvrez qui est gardée par Mikos, qui vous explique que globalement, il y a de nombreuses portes de transfert comme celle-ci à travers le monde, et qu'en les farmant, en leur donnant des liens, vous pourrez ensuite les emprunter. Donc je vous dis à ce moment-là, un peu en riant, que c'est un peu dans les jeux vidéo, vous savez, ces moyens de revenir. On a très souvent de TP ces personnages dans des lieux divers. Et lorsque vous revenez, vous racontez enfin à Azilise ce qui s'est passé, à savoir que sa vanne a été brisée. Et là, il se passe quelques scènes intéressantes. Et là, elle s'effondre, on se bagarre un peu pour la protéger. Il y a son maître, comment il s'appelle ? Sidéral qui débarque, ça frite un peu. Et puis notre éclat national décide de prendre les choses en main. Et là, c'est bizarre. Grosso modo, J'aime bien le terme prendre les choses en main. Azilise se couvre d'acide et se répand en terre. Elle est en train de détruire l'acide qu'elle Et répand. elle devient humaine. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Elle est couverte d'acide, donc on ne la voit plus. Et quand elle sort de sa... Attends, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, si. J'utilise l'acide pour lui injecter des souvenirs... ou des sentiments d'amour, de son histoire d'amour avec Classis. Le vrai Classis. Le vrai Classis. Je remonte d'un cran, en fait, dans la fiction, et j'essaye de lui dire qu'il y a quelque chose pour elle ailleurs, en fait. Et qu'il faut qu'elle peut revenir pour ça, peut-être. Ouais. Ça la réveille, donc elle sort de sa gangue, mais elle a changé de forme. Hein. Elle a donc un trait là où nous avons des bouches, elle a une espèce de protubérance nasale, etc. Et elle respire, et en respirant, elle consomme des myriadiens de l'air. Exactement. Ce qui est assez moche. Elle continue à répandre de l'acide partout dans Myriade et à donc détruire le monde. Et elle est, on ne peut plus l'atteindre en fait. Les myriadiens ne peuvent plus l'atteindre. Elle les consomme, mais ils ne peuvent plus l'atteindre. Ils ne peuvent plus elle la parle porter, aussi. la prendre dans les bras et compagnie. Elle parle. On arrive à interpréter ses propos qui sont sauver mes enfants. Voilà, grâce à l'air. Sauvez-moi, sauvez mes enfants. Grâce à l'air. Sauvez-moi, sauvez mes enfants. Grâce au langage de l'air. Ce sont ses dernières paroles. Et elle est première et dernière. Elle est plongée dans une espèce de catatonie en fait. Tout à fait. Et personne ne peut la toucher sans se tacher d'acide. D'acide, exactement. Et c'est ce que tu vas décider de faire. Et donc moi, je décide de la... on se dit qu'on va l'embarquer en fait dans le palais de l'ombre. Alors voilà, c'est ça. Vous allez le mausolée de l'ombre, parce que là-bas, on peut examiner son mantis sans son consentement. Exactement. Ouais. Donc pour en savoir plus et puis essayer de trouver une solution pour elle et pour Myriade, peut-être que c'est une piste. Explorer sa larme directement. Et puis le mausolée de la résurrection vous permettrait potentiellement de la ramener à la vie. Peut-être, si vous choisissez de le faire. Et comme Éclat se sent extrêmement mal de ne pas avoir pu sauver sa vanne, elle décide de se tacher et de se souiller un peu plus d'acide et la porte. À voir aussi qu'à plusieurs reprises, ton personnage, Antoine, a aussi eu des visions d'Indalès comme étant potentiellement porteur de réponses, à la fois pour son personnage et pour sa nouvelle arme, qui se trouve être donc Espoir. Alors c'est intéressant si tu l'as appelé Espoir. Espoir, on rappelle, c'est le testament ultime de cet Antra qui a été transformé par le personnage de Bull, donc le personnage de Ridger. Donc ça donne de bonnes raisons de se diriger vers Ténèbres. Sidéral fait appel immédiatement à son Utrima, Polygone, pour lui dire regarde, la déesse de l'air est revenue, puisque vous vous souvenez que Polygone a cette fameuse prophétie qui dit qu'un jour leur déesse reviendrait sous la forme
pour faire simple, d'une humaine, et que la déesse serait le premier d'entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres humains qui vont apparaître dans la fiction plus tard. En tout cas, voilà, Polygone est persuadé d'avoir retrouvé là sa propre déesse, et il vous fait amener à l'Alizé, qui est son vaisseau, qui est l'un des vaisseaux en fait qu'il a construit avec la Terre et la lumière, etc. Au passage, on a aussi appris qu'un peu partout dans le monde, ça commence à devenir le bazar. Voilà, exactement. Que tous les éléments en fait de l'acide se réveillent, que Refracto a mis la main sur son arme, que les colosses au fond de l'océan se réveillent, et ça fait un cliffhanger, j'ai envie de dire final, magnifique pour cette épreuve et pour ce podcast. On parlera de la suite une autre fois. Avant cela, j'aimerais faire un dernier petit tour de table pour 1 minute chacun ou 30 secondes chacun pour me dire quelle a été votre scène la plus marquante dans cette épreuve, laquelle vous avez plus préférée et pourquoi. Très rapidement. Antoine. Moi, celle dont j'ai parlé, celle où j'accuse Classis de vouloir nous utiliser. Donc, scène en dehors de la fiction Oui. sans néant. Très intéressant de voir que là commencent à apparaître aussi des scènes en dehors de la fiction classique qui commencent à devenir intéressantes. Donc, on va où ça va nous emmener. Lexa ou Audrey? Mon combat entraînement avec Classis, où je comprends la porosité entre les fictions. D'accord, ok. Donc pareil, hein, on voit que c'est une scène de sens mort finalement. Julien, pour ta part. Alors moi, effectivement, je viens d'en parler, donc c'est plutôt la scène de sens mort qui me revient, c'est-à-dire celle où d'un seul coup, je fais toutes les correspondances entre l'acide, la carapace, les protections ontologiques, le mensonge, la fiction. Ça, clairement, c'est la partie qui est la plus excitante intellectuellement. Et dans la fiction, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai bien aimé l'idée de pouvoir invoquer un dragon et d'y aller sans limite. Et puis, c'est pas grave, on prend ce qu'il y a de plus gros dans le coin et c'est assez le trait un peu héroïque, quoi. Amir? Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment des scènes qui m'ont marqué, c'est vraiment tout le brainstorming. Mais si je dois tirer une scène, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, je dirais que c'est l'interrogation du testament. Tout ce qui est enquête à l'intérieur du testament Ouais. pour découvrir. En fait, les flashbacks, que ce soit les ça, lectures ou- sentimentales en fait. ouais, de les manière lectures générale. sentimentales avec l'histoire, etc., la compréhension de Je l'histoire, vous avais dit que c'était. et les différentes versions de Je vous l'histoire. avais dit que c'était énorme ça. que C'est ce des serait black box intéressant. en fait. Hein. Ouais. Je vous avais bien dit que ça vous plairait. Voilà, J'en voilà. étais sûr. Et surtout quand on sait que c'est des interprétations. Quand on remonte de Ouais, l'un à bien l'autre, sûr. etc., Ouais. c'est des toujours tel interprétations. qu'on l'imagine. Donc ça Qu'est-ce laisse que c'est ouvert vrai, plein de qu'est-ce qui est choses. vrai, qu'est-ce qui est interprété là-dedans. Ça, L'autre, alors moi, à titre personnel, la scène que je préfère de Sens Néant Ever, c'est cette scène où le cube vous apparaît pour la première fois. C'est une scène que je trouve tellement what the fuck moi, à titre de meneur de jeu, c'est toujours une des scènes qui me fait le plus frissonner. Mais je pense que vous comprendrez pourquoi dans la suite des événements. Merci Amir, merci Audrey, merci Julien, merci Antoine. Merci Rome. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Merci. Et surtout jouez salut. bien. Salut.